C'est la dernière fois qu'on fait avec Zencastr, j'en peux plus de cette merde. En plus, ça coûte 20 balles par mois. Hein. Ah ouais, quand même. Mais oui. Plus cher que Netflix, quoi. Alors, on va se faire... Oui, c'est vrai, putain, ça coûte Tu peux plus cher mettre ça que dans Netflix. tes bonnes résolutions de 2022. Alors, je pense qu'on va un peu en chier pour le premier épisode qu'on va faire avec Mumble, mais au moins, ça marchera mieux. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Voilà. C'est parti, au fait. Ah ok. Très bien. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mais c'était sûr qu'on allait avoir plein de problèmes techniques, c'était sûr qu'on n'était pas du tout préparé pour démarrer ce nouvel épisode, mais c'était sûr. Mais que voulez-vous ? C'est ça, le Random Culture Club, c'est l'impréparation et le manque de professionnalisme à son paroxysme. Bonjour, comment allez-vous, chers auditeurs, chères auditrices ? Je vous entends pas, c'est normal, vous pouvez pas répondre, c'est un podcast. Comment allez-vous, chères chroniqueuses, chères co-chroniqueuses et chers co-chroniqueurs ? Écoute, ça ça va va. commencer par la Ça va pas co-chroniqueuse. mal. Florence, Oui. comment Ça va parce que je sors du cinéma où j'ai vu La Vie est belle et du coup Le It's Capra a ou Benny Wonderful Life, ouais, le Capra en VO au cinéma et du coup bah forcément D'accord. ça va quoi. Ok. Ah du coup t'es full esprit de Noël quoi. Mais carrément, mais je veux dire en plus hier j'ai vu West Side Story là, deux films enfin là les 2 sessions cinéma avant le reconfinement, tu vois, c'était nickel. Mais non, je vais Mais pas non, y croire. ça arrivera. Sylvain, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va extrêmement bien. J'ai préparé mon paquet de chips, j'ai préparé ma vapoteuse, j'ai préparé plein d'autres petits bruits qui feront très très plaisir à nos auditeurs. Le RCC, premier sur le podcast ASMR culturel. Ouais, on a eu beaucoup de retours très positifs par rapport au dernier épisode expérimental. Et donc on accueille à nouveau Julien qui a fait une entrée fracassante dans le monde du Random Culture Club lors du Random Belmar Club, cet épisode là, celui d'avant où on commentait un épisode des Enquêtes Impossibles. Julien, comment vas-tu ? Bah, ça va très bien. Hein. J'ai pas de chips ce soir, donc pas de trigger warning. Ça devrait aller. C'est dommage. Le podcast est misophone compatible ce soir. Bon. Écoutez, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'ai un jingle à vous faire écouter. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends ? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Mais En tout cas, pardon. pourquoi tu dis rien ? Tu fais la tronche, quoi ? En tout cas, Julien, c'est la classe. T'as vu, t'as un épisode, t'as déjà un jingle rien que pour toi. Mais t'as déjà une légende en fait. Je fais et partie un du jingle. lore du podcast. Exactement. Prochain épisode la Wish Lorraine. Ah oui, bah faut que quelqu'un trigger des misophones en mangeant une quiche Lorraine, en faisant une chronique. Mangeage de Wish Lorraine plus interdit. spécifique ces podcasts. Ça me semble envisageable, hein, mais bon. Alors, aujourd'hui, on va parler d'araignées chinoises. Ou pas. Bah si. Approximativement. J'ai oublié leur nom. Est-ce que quelqu'un se rappelle de leur nom ? Takeus quelque chose. Attends, j'ai même pas le lien. Ça fait plus araignée romaine hein, d'ailleurs, hein, mais je dis comme ça. Non, vous l'avez pas, vous l'avez pas, c'est pas grave. Je retourne sur Discord en meublant. Donc, je vous rappelle le principe de l'épisode, parce qu'en plus je dis, enfin le principe du podcast, c'est qu'on tire au sort un sujet sur Wikipédia, quand même au hasard. Hein, on remet vraiment notre destin dans les mains du hasard. Vous verrez en fin d'épisode, on va tirer le sujet de l'émission suivante. Et la dernière fois qu'on l'a fait, oui, et donc l'idée c'est que on tire au sort un article et on doit se débrouiller pour faire une chronique culturelle, chacun notre tour sur le sujet. Voilà, je dis ça pour les personnes qui nous écouteraient pour la première fois et peut-être pour la dernière fois, qui sait. Donc la dernière fois on était tombé sur l'article Wikipédia qu'on a eu, c'était un
article sur Ca- une araignée qui s'appelle... Naevius. Voilà, qui est... Une Je suis espèce désolé, d'araignée Ouais, Ah, vas-y, lis l'article. néomorphe de la famille des Theridiidae. Cette espèce est endémique du Fujian en Chine. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur cet animal merveilleux. On sait peu de qui est choses. cette araignée. On sait peu de choses. J'ai cherché dans Google Images, j'ai pas trouvé grand chose. D'ailleurs, je trouve qu'une illustration sous licence libre serait la bienvenue. Ah bah, oui, je suis bien d'accord. Alors, donc, on a trouvé des sujets en rapport avec cette araignée du Fujian, plutôt avec les araignées que le Fujian d'ailleurs. Et je sais qu'on a 2 films, un livre et de la musique, pour dire ça simplement. Je propose qu'on commence par un des 2 films, et je propose qu'on commence par le film de Julien. Parce que j'ai envie. Voilà. T'es le chef. Est-ce que Julien est d'accord ou pas, sachant qu'il n'a pas le choix? Non, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord. Très bien. En plus, je l'ai revisionné du coup le film. Ça tombe bien. J'ai pas forcément prévu à la base. Alors, avant de lancer le sujet, en fait, je vais passer encore un jingle. Il y en aura beaucoup aujourd'hui parce que j'en ai fait plein, donc j'ai envie de les rentabiliser. Puis ça nous évite de trop parler en plus. Et c'est un message. Je sais pas si vous connaissez le site Vidoléo. En fait, c'est un site où tu files 20 balles à Pascal Légitimus et il te souhaite ton anniversaire. Tu sais, c'est un truc un peu comme ça. C'est le truc, mais c'est l'ubérisation des stars sur le déclin. C'est d'une tristesse. Et t'es genre, pour 50 balles, tu peux avoir Pascal le grand frère qui te dit, salut, machin, voilà. Et ben moi, j'ai pu faire un Vidoléo audio, avec le parrain de l'émission, Pierre Bellemare, qui a accepté d'enregistrer un message personnalisé pour le Random Culture Club, et j'en ai fait un jingle et je vous propose de l'écouter tout de suite. Il est complètement authentique. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau et merci d'être fidèles au Random Culture Club. Comme vous allez le constater, cette histoire ressemble à une longue descente aux enfers. La longue descente aux enfers, t'es pas Ça va tellement bien. Voilà, merci Pierre. Ça me touche magique. Ça me touche énormément. Julien, tu as 15 minutes pour nous parler d'un film. Est-ce que tu veux que je fasse écouter la bande-annonce ou pas? C'est toi qui décides. Ouais, pour mettre dans le contexte, c'est pas mal pour situer un petit peu. Ouais. Oui, ça, je suis bien d'accord. 私の住む土地からこれまでの定説を全く覆してしまう古墳が見つかったのだ。こっちはヒルコ？この地方に伝わる伝説の化け物。危険なんだよ。 Bon alors, moi j'ai regardé beaucoup d'animés avec des sous-titres en français, hein, mais ça n'a pas été suffisant pour que j'apprenne le japonais. J'ai quand même reconnu un mot, c'est bakemono. Monstre. J'ai l'impression que c'est un film où il y a des monstres. Alors c'est effectivement un film où il y a des monstres. En fait, moi, quand on m'a parlé d'araignées chinoises, j'ai associé ça de suite à Iruko. Alors c'est un petit raccourci un peu raciste, hein, parce que forcément le film est japonais et pas chinois, donc. Non mais c'est pas ça qui te l'a rapproché. Alors comment s'appelle ce film? Donc le film, c'est Hiroko the Goblin de Shinya Tsukamoto, qui est surtout connu pour avoir réalisé Tetsuo. Ah oui, ok. Le Hiroko, c'est son 2e film. Donc après le succès de Tetsuo, en fait, on lui commande un film on va dire d'horreur classique. C'est adapté d'un manga qui est apparemment assez populaire au Japon. Et en fait, il passe d'auteur cyberpunk avec Tetsuo à auteur de films de commande juste pour son 2e film.
Et on pourrait se dire, bon, il a du mal le vivre et que ce soit qu'il ait eu des règles imposées sur le tournage et en fait on lui a laissé les mains totalement libres, alors que en gros lui avait accepté cette commande comme un challenge pour voir comment il pouvait réagir dans le cadre d'une vraie production. Bon, du coup il était un peu déçu de pas être opprimé sur le sur le tournage par les producteurs. La liberté, la pire des contraintes. Et c'est vrai, c'est beau. Ouais, du coup, c'est un peu son moins bon film, en fait, on va dire. Ah oui ? Ouais, parce que c'est probablement celui qui reflète le moins ses obsessions, on va dire. On les retrouve quand même pas mal. Hein. Mais il a fait quoi d'autre comme film ? Pardon, je te coupe, mais à part Tetsuo. Alors après, dans les années 90, il a fait Bullet Ballet et Tokyo Fist, principalement. Qui sont deux excellents films que je vous recommande hein, si jamais vous ne les avez pas vus. Et ensuite, il a fait 2 suites à Tetsuo également. Et par la suite, il a fait un peu plus des films un peu de commande avec des adaptations de mangas, notamment Nightmare Detective 1 et 2. D'accord. Et mais ça reste quand même c'est un peu un des réalisateurs de la nouvelle vague japonaise. Donc qui sont arrivés dans les années 90 avec un style de cinéma bien plus marqué en fait. Et il a commencé un peu en même temps que Miike, avec qui il est ami d'ailleurs, hein, puisqu'il a joué dans ses films. Enfin voilà, il y a beaucoup de connexions entre ces deux réalisateurs. Et le réalisateur de Versus aussi, dont j'ai oublié le nom, mais ce genre de profil-là. Ouais, voilà, c'est un peu cette génération de réalisateurs qui a fait de suite des films très outranciers, en fait, qui se sont fait beaucoup remarquer pour ça, pour des films assez violents et assez jusqu'au boutiste. Hein, dans le cas de Tetsuo, c'est vraiment très particulier, quoi, puisque c'est des histoires de fusion entre des machines et des humains. Ouais. Et c'est quelque chose qui va revenir beaucoup hein, justement dans l'œuvre de Tsukamoto, la modification du corps. Il y a une grosse influence de Cronenberg et il a à peu près le même genre d'obsession avec des gens qui ont des mutations, ce genre de choses. Ça revient beaucoup. Et du coup, c'est quand même présent dans Iruko. Puisqu'en fait le film ça parle d'une espèce de malédiction qui plane autour d'une ancienne école. Le récit est assez nébuleux, c'est pas évident à résumer. En fait, il y a une histoire d'archéologue qui est un peu exorciste sur les bords. En fait, c'est un film où il y a beaucoup de ruptures de ton, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de possession qui est ultra sérieuse avec donc les fameuses araignées qui sont en réalité des araignées avec des têtes humaines. C'est une image assez marquante. En fait, moi, avant d'avoir revu le film, c'est vraiment ce qui m'en restait, c'est ces histoires d'araignées mutantes à tête humaine. Et malgré ça, en fait, il y a toujours une espèce de côté un peu comédie avec cette espèce de professeur qui est un peu branquignol en fait. On sait pas trop comment il débarque là, c'est quoi son but. Et donc on va découvrir ça un petit peu au fur et à mesure du film. Et mais voilà, c'est difficile de résumer l'histoire parce qu'en fait il y a plusieurs synopsis, dont celui qui est sur le DVD, qui retranscrivent assez peu ce qu'on peut voir à l'écran, parce que justement la commande parle de plutôt un film d'horreur classique. Là on est loin d'être dans du classique en réalité, hein, puisque il y a vraiment des ruptures de ton constantes. Il y a une façon de filmer qui est très particulière et qui est très inspirée du Evil Dead de Sam Raimi par exemple, avec des plans complètement frénétiques et des effets spéciaux à l'ancienne. Il y a même du stop motion, des choses comme ça. Ça reste quand même assez expérimental pour un film qui se veut plus grand public en réalité.
D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, ça a dû être un beat complet. Je vois pas trop comment ça aurait pu rencontrer le succès. D'ailleurs, je crois qu'il a pas trop été diffusé à l'étranger. Le Japon est plein de surprises, hein, quand même. Oui, mais à ce point-là, c'est-à-dire que voilà, je pense que même pour un public qui est habitué aux films un peu étranges, en fait, en gros, c'est un film à l'époque où donc Tsukamoto le sort. Comme il sort de Tetsuo, qui est très avant-gardiste et expérimental, en gros, les gens lui ont voulu d'avoir sorti un film pareil qui était pour eux trop dans la norme, en fait. Alors que bon, il reste quand même des choses très très étranges. Après, plus pour nous en tant qu'Européens qui avons peut-être moins l'habitude de ce genre de récit. Mais ça avait été reçu comme un film plus sage, on va dire. Sachant, connaissant la filmographie de Tsukamoto, c'est peu dire en fait, puisque il a fait des films vraiment bien barrés, quoi. Et donc en fait, moi c'est un film que j'avais découvert à l'époque dans le cinéma de quartier sur Canal+. Ah ouais. Ouais. Alors je saurais plus en quelle année, j'ai recherché vite fait, je crois que ça doit être vers 2000, entre 2000-2002. D'accord. Donc il y a eu une diffusion télé française. Ouais. Et du coup le film est sorti également en DVD dans la collection cinéma de quartier qui était dirigée par Jean-Pierre Dionnet. Et voilà, ça fait partie de ces films bizarres sur lesquels je suis tombé totalement par hasard et où je suis resté complètement scotché en fait, parce que ça ressemble à rien d'autre. Voilà, c'est ouais. Même si au final maintenant avec le temps a passé, j'ai découvert d'autres choses, d'autres films d'horreur asiatiques, on va dire. Mais je sais pas, celui-là il a un côté un peu raté, mais qui reste sympathique quand même. C'est pas totalement nanar non plus, mais pas très très loin non, parce que il y a, je sais pas, dans le jeu des acteurs qui est complètement outrancier, dans la musique qui est parfois un peu à côté de la plaque, et le récit qui avance de manière un peu hasardeuse. En fait, on comprend pas trop ce qui se passe dans toute cette histoire, avec ces histoires de démons, d'en gros une porte des enfers qui serait enterrée sous la ville. C'est assez mystérieux et je sais pas trop quoi dire de plus sur le film. Moi, il m'a vraiment marqué. Alors, il y a quelques effusions gore, mais ça reste plutôt hors champ en fait. D'accord. Parce que quand j'ai vu les images, je m'attendais à un truc ultra assez trash en fait. C'est trash et gore ou pas tellement? Oui et non, parce qu'en fait c'est étrange parce qu'il y a ces espèces de démons qui ressemblent pas grand chose. Il y a une histoire d'un ado qui a des portraits qui apparaissent en pierre dans le dos. Ouais. Mais au-delà de ça, ça ressemble plus à un film fantastique comme il en sortait dans les années 80 qu'un véritable film d'horreur en fait. Moi, quand on avait, quand tu parles de ce genre de film, quand on l'a vu, en fait, moi, je pensais à The Gate dans un style tout à fait différent, mais genre le film un peu fait quand même avec de la bonne volonté et qui est pas, qui a des effets un peu loupés mais bien tentés et quelque chose comme ça, quoi. Donc dans un tout autre genre, ça va quand même rappeler cette période The Gate. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un film qui sort en 91 et on voit qu'il est encore très marqué par l'influence des films de série B des années 80 en fait. Il y a un peu cet esprit-là de film d'horreur, mais toujours un peu, on va dire un peu familial, quoi. C'est pas si horrible que ça en fait. T'as 2-3 effusions quand même, ouais. Moi je l'ai vu, je suis pas du tout client de films d'horreur et ça va.
En fait, c'est souvent le sang, c'est totalement grand guignolesque. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui a une tête coupée, il y a du sang qui gicle, mais c'est tellement grand guignolesque que ça peut pas faire peur un seul instant. Voilà, et puis en fait, l'effet qui est recherché à ce moment-là, j'ai pas l'impression que ce soit un jumpscare comme il y en a pléthore maintenant. C'est plus juste le côté graphique de la chose en fait. Je crois que de tête, il y en a un de jumpscare. Enfin, il y a un truc qui m'a fait faire. Ouais, voilà, vite fait, mais c'est plus cette espèce d'ambiance un peu malsaine en fait qui met mal à l'aise que vraiment une volonté de faire peur. C'est plus, je trouve qu'il y a plus une notion de malaise en fait. Alors, moi, il y a aussi un autre truc. Il y a des fois où ça m'a fait quand même assez rire. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont quand même franchement un peu ridicules où on sent que les deux personnages, on a une scène, je crois qu'elle est dans la bande-annonce, donc ça va pas spoiler, mais où l'archéologue, ils sont par terre en train de fuir, et qu'est-ce qu'il fait l'archéologue? Il se met dans un carton, et donc il peut encore moins bouger, et en fait, ça enlève presque un peu le côté dramatique de la scène pour de la comédie slapstick de base, quoi. Et du coup, il y a des choses comme ça, et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a aussi parfois un gros décalage entre deux scènes où on a des scènes qui vont extrêmement vite, et d'autres scènes qui prennent un temps infini, très bucolique, très très calme, très posée, très lumineuse, et c'est assez intéressant. Moi, je m'attendais plutôt à un film d'horreur, et en fait, j'ai pas eu trop peur. Je me suis plutôt amusé, et je trouvais qu'il y avait quelques effets spéciaux qui étaient encore pas mal pour l'époque, même si certains sont assez rigolos quand même, faut le dire. Ouais, c'est ça. Mais en fait, les effets spéciaux, je pense que c'est surtout dû à un manque de moyens. Mais voilà, ça tient la route. C'est-à-dire que on sent qu'il y a vraiment une volonté de maximiser le budget, et qu'on voit à l'écran enfin c'est généreux quoi. Bah du coup ils sont toujours un peu pris entre je vais pas trop en montrer, comme ça je vais essayer un peu de faire flipper, et puis quand même j'ai envie de montrer un peu des monstres, mais j'ai pas trop de sous, donc il y a un peu l'effet Jaws où t'as des plans un peu en caméra subjective et tout ça pour faire monter un peu la pression, et puis d'un coup tu sens qu'ils en peuvent plus, genre allez on balance le monstre, tant pis s'il est moche quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait montrer un monstre? Non, pourquoi en montrer un quand on peut en montrer 150? C'est ça, mais tu sens qu'une fois qu'ils sont lâchés, c'est allez c'est bon on y va. Oui, allez. Et par rapport à Tetsuo, c'est beaucoup moins creepy que Tetsuo alors. Bah alors dans le design des monstres, non, parce qu'il y a quand même toujours ce côté un peu cracra mais c'est le seul aspect en fait, parce que voilà, Tetsuo c'est vraiment cracra tout du long, déjà dans l'esthétique, vu que c'est filmé en 16 mm gonflé. Là il y a plus un vrai budget de film quoi, donc ça ressemble un petit peu plus à un film, bon, malgré un étalonnage sur le DVD qui est un peu aléatoire, donc il y a des scènes qui sont un peu complètement roses. Je pense pas que ce soit dû aux prises de vue à l'origine. Bah ça a dû sortir j'imagine que ça a dû sortir sur un DVD, pas forcément avec un gros budget d'édition. Non, c'est ça, je pense qu'ils avaient un master, ils ont dit bon ben on le presse, et puis voilà quoi. Tu passes du bleu au rose et du rose au bleu, c'est hyper Mais c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de nuits américaines, et je pense que des fois la colorimétrie elle est un peu perdue dans le transfert quoi, mais bon. J'espère que c'est le DVD, parce que sinon il est à l'honneur, faut pas le laisser vivre. Bah alors pour avoir été brièvement éditeur DVD, et m'être pris la tête avec un gars qui m'avait fait l'étalonnage de Devil Story, c'était compliqué tout ça. C'était pas le gars des bonus de Backfilm? Non, pourquoi? Vous avez jamais vu les bonus de Backfilm? Où il y a genre un mec en survêt qui est devant un PC, et en fait il dit alors je fais comme ça, je clique sur le truc et ah oui c'est vrai. Et en gros il balance tout en mode automatique. Oui je me rappelle. Oui je me rappelle de ça. Random étalonnage club. Non mais surtout ce qui était marrant, c'est que c'était en fait sur tout leur DVD t'avais un bonus, c'était regardez la restauration du film. Le bonus du bonus en fait. Le méta bonus. Ok, bah écoute, merci Julien. Mais de rien. T'arrives au bout de ton quart d'heure
De gloire. De gloire warolien. Voilà. J'espère vous avoir donné envie d'approfondir la filmo. J'avais prévu de le voir parce que j'avais bien envie de le voir. Du coup, j'ai pas eu le temps parce que j'étais occupé à trier mes chaussettes. Et du coup, j'ai pas pu. Non, mais blague à part, je voulais vraiment le voir et j'ai vraiment prévu de le voir en plus. Mais voilà, mais après, c'est pas la meilleure porte d'entrée pour l'œuvre de Tsukamoto, hein. Vraiment pas du tout. Oui, mais il y a des araignées avec des têtes humaines, donc moi à partir de certes. Mais après voilà, si vraiment j'en ai deux à recommander, c'est Bullet Ballet et Tokyo Fist. C'est fantastique. Ok. On l'a pas dit, mais c'est aussi très poétique. Oui, il y a toujours beaucoup de poésie chez Tsukamoto. Hein. C'est tout se côtoie en fait, le vulgaire, le ridicule et la beauté. C'est un peu un résumé de son œuvre. Cool. Bon. Eh ben merci. Je propose de trancher dans le vif avec un jingle, avec un random jingle et j'hésite lequel je mets. Ah, je vais mettre un nouveau, tiens. Rona nous a proposé un verre qu'on a accepté, et puis Rona et Irène sont allés dans la cuisine. Je les ai suivis, et Irène a dit « Cet homme doit partir, Yann. Tu veux bien l'assommer pour moi ? Je ne savais pas comment le prendre. » On est revenu avec nos verres. Ouais, bah oui, c'est normal, quoi. Écoutez... Ouais, moi j'avoue que si je fais une soirée qu'on me dit tu peux assommer le mec là-bas, j'aurais tendance à repartir avec mon verre, quoi. Bah, ça dépend qui te demande déjà. Je veux dire, faut contextualiser. C'était Rona et je sais pas. Bref. Bon, évidemment, c'était tiré d'un autre enquête impossible. Je crois que ça se finit mal pour la personne qu'ils avaient demandé qu'on a demandé d'assommer. Sylvain. Oui, putain, j'ai oublié de faire un jingle. J'ai oublié de faire le jingle. C'était sûr. C'est pas grave. Tu sais ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est qu'à un moment, j'aurai une petite hésitation et hop, en post-prod, tu balances le jingle l'air de rien. Ouais, non, mais je vais me débrouiller parce qu'en plus, je crois que j'avais téléchargé le matos pour ça. Attends, peut-être que je peux broder comme ça. Et peut-être qu'on peut tous broder. Je peux commencer si tu veux. Je commence le cheminement et puis tu m'interromps. Non, commence pas. Ou peut-être commence. Je sais pas, ça dépend. Il y a quoi au début de ta chronique? Ah mais non, me le dis pas parce que du coup ça va tout. Non, tu peux pas me le dire. Mais pourtant j'avais téléchargé. C'était sûr, hein. C'était sûr. Bon, c'est pas grave. Vas-y. Commence. Alors, vous savez, dans le Random Culture Club, on tire un article au hasard et donc là, on a tiré une araignée chinoise. Et moi j'ai dit purée, une araignée, mais qu'est-ce que ça m'évoque au fond de moi, de mon petit cœur. Et là je me suis dit le pape est mort, un nouveau pape est appelé araignée, quel drôle de nom, pourquoi pas libellule ou papillon. C'est le meilleur tirage par les cheveux qu'on a eu. Le pape est mort, un nouveau pape est appelé araignée, quel drôle de nom, pourquoi pas libellule ou papillon. Vous aurez reconnu Jacques Prévert, le pape est mort, et du coup je me suis dit araignée, pape, et pape quoi. Il est le pape du pop, il est le pape du pop. Que demande le pop? Que demande le pop? Il est le pape du pop, il est le pape du pop. Le pape du pop de Stéphane Vareg. Alors là, vous vous dites, mais d'où ce truc sort? Alors j'aime autant vous dire, si vous vous posez la question dès maintenant, vous n'avez pas fini de vous la poser. Ça vient d'une compilation sortie en 2001, qui vient de sortir son 4e tome 20 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui en 2021. Cette compile s'appelle Wheeze. Elle est sortie, le premier tome, est sorti chez Musique Hybride et ça a été repris par Born Bad Record, un label rock indépendant français. De qualité. De qualité, de très très grande qualité. Et qui fait une sorte de, genre je vous dis le sous-titre, c'est le psychorama français 1966-1974. Parce que ce qui est resté un petit peu à la postérité des années 60-70, c'est quoi? C'est les yéyés. Mais en fait, il y a plein de gens qui faisaient pas de yéyés. Il y a plein de gens qui voulaient faire de la chanson en s'inspirant des plus grands ou des moins bons, qui voulaient faire autre chose que juste faire des adaptations des Beatles, que faire des adaptations de grands
succès anglais, et donc il faisait de la création. Il y a aussi plein de gens qui essayaient de faire des coups marketing, c'est-à-dire de prendre des choses qui marchaient et d'en faire soit un tube pour se moquer, soit quelque chose pour dire bah tiens, ça a marché avec ça, et bah pourquoi pas. Par exemple, si j'arrive à trouver, bah on a ça, et je pense que rien qu'à l'écouter, vous allez savoir qui ils ont essayé un petit peu de plagier. Tout entière, je suis tienne, esclave de jouissance. Mon amour, je t'aime. C'est toi, Jen. Gainsbourg au hasard. J'ai pas inventé. Exactement. Le va-et-vient, mais dodo. Je suis assez fort. Ah, ça tire à balles réelles quand même là. Ça tire à balles réelles, c'est pas fini, attends. Souvent, quand tu me causes, je te comprends pas très bien. On dirait que tes mots, ils viennent du dictionnaire. Alors des fois, je pense... Jean et Banette et Jeannette. On savait rire à l'époque. Hein. Un machin du tonnerre. Alors oui, hop. C'est une autre époque, hein. Donc il y a trigger warning absolu sur tous les morceaux qui viennent. Il y a 60 morceaux répartis sur les 4 compilations, donc 60 morceaux. J'ai autant vous dire que j'avais envie de faire une sélection de 60 morceaux, c'est pas possible. Donc ça a été très compliqué parce que j'aurais voulu vous passer les 60. Donc oui, trigger warning, parce que clairement le leitmotiv de ces compiles, c'est que bon bah. Pardon. Non. Non mais ça va là. Attends, le pire est encore à venir. Je voudrais d'abord travailler, réussir avant de t'aimer. Oui, mais toi, toute la journée, tu ne fais que me répéter. C'est au-delà du trigger warning, là. C'est genre, je suis à deux doigts de casser mon casque, quoi. Flo, t'es pas prête. Non, Bref, clairement, c'est vraiment les années 70, fin 60, début 70, dans toute leur splendeur, hein. Donc, on est vraiment dans des choses un petit peu qui aujourd'hui peuvent un peu choquer. Donc, ah oui, parce qu'on peut plus rien dire, c'est ça aujourd'hui. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Et donc, on va retrouver vraiment beaucoup de choses. Alors, il va y avoir des seconds couteaux, des gens qui ont fait une carrière après, qui ont fait d'autres choses, des gens qui ont fait un tube ou qui ont enregistré un truc, mais c'est tout. Et parfois, les trucs sont bizarres, parfois sont étranges, parfois étonnantes. Et bon, ça parle aussi des préoccupations de l'époque des années 70. La drogue. Où est ma drogue, mon hashish? Et là, c'est pas n'importe qui chante les petits lapins, puisque c'est messieurs Richard de Bordeaux et Daniel Beretta. Daniel Beretta, oui, la voix de Schwarzenegger. Alors autant vous dire que oui, il a eu une carrière avant de faire voix de Schwarzenegger. C'était chanteur, il a chanté en solo et avec Richard de Bordeaux. Et Richard de Bordeaux, c'est pas non plus n'importe qui, puisque dans quelques années plus tard, il écrira avec un certain, j'ai oublié son nom, pour Marie Dauphin. Il écrira Lady Oscar, il écrira Bibi Phoque, il écrira Mimi Cracra. Enfin, un grand artiste, et beaucoup de ses paroles de chansons de Richard de Bordeaux, quand dans les années 80, quand il fera des chansons pour enfants, seront signées Paul Persavant, je crois, qui est le pseudo d'Antoine Decaune. Donc vous l'avez compris. Attends, j'ai 2 calembours à faire. Enfin, j'ai un calembour à faire et un truc à dire. Tu m'as dit que c'était qui, Dauphin, quoi? Marie Dauphin, c'est celle qui chantait Bibi Phoque. Ah, mais non, j'allais dire, c'est pas elle qui chante Boule de Flipper? Non, ça c'est Corinne Charby. Oui, mais... Marie Dauphin. Et sinon, Daniel Beretta, c'est celui qui fait le statement de Law & Order en français, alors? C'est ça. C'est lui. Et quand est-ce que lui, je veux qu'il vienne dans l'émission. Hein. Débrouillez-vous, mais vous me le ramenez, c'est pas possible. En plus, j'ai cru comprendre qu'il habitait pas loin de nos intervenants, quoi. Il paraît. Ouais. Et en sachant qu'en plus, Daniel Beretta, il est né à Audincourt dans le Doubs. Et ça une région chère à mon cœur. D'accord. Bref, de la drogue, mais
des filles, mais aussi de la politique, parce que c'était ça aussi les années 70, et avec parfois des trucs qu'on ne sait pas exactement où est-ce que ça va. Monsieur Podgorny et Nixon ont applaudi le lac des cygnes. Je sais pas où ça va, je vous préviens. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi. Mais le savait-il eux-mêmes? C'est du théâtre d'improvisation. Voilà, ça s'appelle Paix sur Terre de Krisha. Donc, et donc la voyez, drogue, hein, nous disions. Totalement barré, vraiment. Sur le site, sur chaque disque est accompagné de pochettes qui expliquent qui sont ces gens, comment ils sont venus. Alors j'aurais pu vous raconter les histoires, je les avais notées parce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des coups. Voici leurs histoires. Voici, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'était vraiment essayer de vous faire découvrir et d'essayer de vous amuser un petit peu. Et donc, il y a plein de choses. Il y a notamment plein de gens qui ont fait des carrières différentes avant ou qui ont essayé de faire des disques qui sont passés totalement, on va dire, à l'anonymat, qui n'ont pas marché, alors qu'ils avaient des thèmes pourtant super porteurs. Ainsi chantait un pasteur du Middlesex. Mais il fut congédié par son chef de clergé, car ce qui fait plaisir ne pouvait pas se dire. Pas de boogie-boogie avant vos prières du soir. Des thèmes vachement contemporains du coup, hein, des thèmes d'actualité. Ah oui, non, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont relativement contemporains. Donc ça, c'était Alain Ricard, qui était un comédien, chanteur, compositeur, qui a bossé ensuite à la RTBF et qui a toute une histoire. Et alors certes, il y a des choses très rigolotes. Un duo avec Hervé Casanis après, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses. Excusez-moi, je pratique le double casque, je viens d'en faire tomber un. Il y a des choses. Ils ont fait 51 tubes ensemble. Il y a vraiment des choses extrêmement drôles. Vous allez trouver une parodie de Brigitte Bardot. Vous allez trouver une sorte de, on croit que se comprendre que ça se moque un peu de Bernadette Soubirous. Et vous allez trouver des choses qui vont parler pour les plus vieux. Faut avoir vraiment la ref, mais qui restent quand même assez drôles. Les Français sont des fous. La France entière est un pays de veaux. C'est grand, c'est beau, c'est généreux, la France. Moi, je suis pour qu'on fasse ça de notre nouvelle hymne national. C'est généreux, la France. Aurait-on vu De Gaulle faire un disque? Non. Exactement. La France entière est un pays de veaux. Donc vous voyez, il y a vraiment des trucs où c'est vraiment assez improbable. Il y en a 60 comme ça, où on sent que c'est et je vous ai pas mis les plus barrés parce que vous avez des choses qui sont vraiment, mais la question du pourquoi se pose même pas, parce que c'est même à la limite du comment. Je veux quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Et moi, je veux la même chose que lui. Ah, c'est clair, attends, c'est pas fini. Je veux aller sur Neptune. Peut-être pas finalement. Je retire mes commandes. Alors, c'est Évariste qui a fait un tube pirate dans 1968 qui s'appelle La Révolution et qui était signé chez Barclay ou chez AZ, je sais plus, et qui quand il a apporté le texte de La Révolution, la maison de disques a dit bah non, on peut pas produire ça, tu parles de Cohn-Bendit, tu parles du mal des CRS, on va avoir des problèmes. Et donc ils ont piraté en fait le système, ils ont dit OK, mais en fait presse ton disque, on appelle le presseur pour qu'il te fasse des prix quand même pour que tu puisses sortir ton disque. Et Évariste, pour la petite histoire, parce que c'est des vrais gens hein, à la base, hein, c'est quand même pas des, c'est pas des. Je suis en train de rechercher mes notes. Évariste, en fait, son vrai nom c'est Joël et il est chercheur en vrai. Et il a fait des études à Princeton. Voilà, tout va bien. Et donc, c'est n'importe quoi. Mais c'est le gars qui chantait le calcul intégral. C'est ça, c'est le calcul intégral. D'accord.
et qui justement a toute une théorie sur le fait que la musique pourrait soigner, que suivant les ondes, ça te libère de l'endorphine ou pas, et que du coup ça développe ta pulsion d'achat, etc. Et là par exemple pas trop, hein, moi les endorphines. Pas tellement. Pas ouf. Pas tellement. Et il y a aussi quelques surprises, c'est-à-dire des morceaux où tu te dis mais putain mais c'est juste génial, et c'est le cas de ce tome. J'adore ce morceau, je vous préviens. Je ne peux pas te rembourser, j'ai tout dit, j'ai tout fait. Écoutez-moi ces cordes. Elle s'en va la nuit, elle rentre au petit jour, elle me dit qu'elle est allée faire un petit tour, et puis quoi? Si elle croit que je la crois, alors c'est qu'elle ne voit pas que je la vois, mes excuses. Non, Tom, il faudrait que tu attendes, sais-tu ce que c'est? Parce que comme je vous l'ai dit, c'était certes des gens qui avaient pas forcément voilà, mais qui s'entouraient super bien sur cet album. On va trouver des morceaux qui sont arrangés par Colombier, des morceaux qui sont arrangés par Jean-Claude Vannier. Colombier, c'est Messe du temps présent, Anna, Vannier, c'est Melody Nelson, etc. Donc on va trouver vraiment des morceaux, comme je vous ai mis évidemment les plus un peu rigolos et je vous ai pas mis les plus drôles, hein, mais je vous ai mis pour essayer de vous donner envie. Évidemment, la sélection sera retrouvée sur le Spotify de Random Culture Club, dont le lien est dans la description du podcast. Merci Martin. Mais oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Et donc c'est vraiment plein de pépites à découvrir. C'est un pur bonheur. C'est une replongée dans le passé. Et la preuve que c'est vraiment le passé, parce que s'il y a bien un truc qui obsède toujours, ben c'est dans le passé, c'est le futur et l'an 2000. Et les filles, évidemment. Et l'espace. Donc voilà, 4 compiles, Wiz, 60 têtes de morceaux totalement inconnu pour la plupart. Je pense que c'est un puits sans fond. Il y a vraiment beaucoup de découvertes à faire. Il y a des morceaux très psychédéliques, il y a des morceaux d'inspiration diverses, variées. On sent aussi l'influence beaucoup de 68 avec des morceaux qui vont être très Antoine, les élucubrations, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, des morceaux qui vont vous faire rire. Il y a plein de morceaux coquins. Il y a Philippe Nico avec un morceau qui ça on avait compris. Il y a fille nue, robe de cuir, et j'ai oublié de dire que dans Pop du Pop il y a cette phrase formidable qui dit on dit qu'il est misogyne et pourtant il est polygame. Toute l'époque. Bon bah je vais vous laisser là. Voilà, donc je vous avais prévenu, hein, c'est vraiment trigger warning au possible, hein, c'est vraiment voilà, on objective la femme comme c'est pas permis, mais c'est fait avec beaucoup de candeur, c'est fait avec beaucoup, on sent qu'il y a voilà, c'était l'époque, hein, moi j'y peux rien. Et si vous aimez les choses très obscures comme ça et plonger dans les archives de choses que vous ne connaissez pas mais qui pourtant ont existé, je ne peux que vous conseiller également chez Band-Bard Records une Clotilde, Queen of the Fresh Swinging Mademoiselle, qui est un album entier de Clotilde avec des formidables chansons telles que Ça par l'Hippopète et la chanson Bête et méchante. Que des Clotilde. Et la queue du chat. Non, c'est le nom de la chanteuse, elle s'appelle Clotilde. Ah, d'accord. Okay. Et vous avez aussi dans d'autres styles, toujours chez Band-Bard Records, chez Bran, où là, ils vont plutôt s'intéresser à la musique des années 80-85, ou alors mobilisation générale sur les années 70-76 sur la chanson politique, ou encore vous avez Cha-Cha au harem, Voulez-vous Cha-Cha sur le Cha-Cha des années 60, ou Bingo Pop, Punk Exploitation des années 70 à 80, ou Chic Bossa Nova. Je te propose qu'on mette une chanson de chacune de ces compiles sur le Spotify du Random Culture Club. Oui, on mettra ça. Qui compte déjà 8000 abonnés. Et comme quoi, hein, ça marche. Donc voilà, c'est Wiz, c'est disponible sur Spotify. Je vous conseille les versions vinyles qui sont super bien, ne serait-ce que pour les notes de pochette, puisque vous en saurez plus sur les chanteurs. Et comme Band-Bard Records sont extrêmement sympathiques, ils ont aussi mis les notes de pochette sur leur site internet, ce qui fait que si vous écoutez aussi en streaming, vous pouvez retrouver tout ça. Donc c'est cool. Voilà. Alors j'ai essayé de vous donner envie d'écouter. J'ai essayé de prendre, j'en ai
ai pris que 10. Ça a été, je vous ai même fait écouter que 9 sur les 10 que j'ai choisis, c'est pour vous dire. Mais j'aurais pu en choisir, il y en a 60, j'aurais pu en choisir facilement 25, mais ça faisait des heures. Donc voilà, j'ai mis des extraits un petit peu longs pour que vous, quand même, vous rendiez compte de ce que ça allait. Voilà. Alors, merci beaucoup, Sylvain. Je propose d'écouter un petit son et après on finit enfin bref, j'ai quelques remarques à faire sur ton excellent exposé. C'est loin de démarrer, hein. C'est pour digérer. Salut les amis! La compile de mes compiles, qui est aussi la compile de mes complices. Mais comme je sais que déjà vous êtes fous de bonheur et d'impatience à l'idée de passer des moments forts, place à la chanson, à la danse et à plein de surprises. Oui! Salut les amis! François. Tous les... Bah oui. François, génialissime, Albert Algou. Wiz, manque, hein. forcément. François Wiz, manque à notre époque. Hein. Je suis obligé de parler de François et d'Albert Algou, quoi. Évidemment. Je suis grand fan d'Albert Algou. Il nous manque. Enfin, il est toujours en vie. Il est toujours en vie, mais bon, il faut reconnaître qu'il s'est fait quand même assez rare dans les médias depuis un moment. J'aimais beaucoup le général Ganache aussi. Autant qu'un. Me lancez pas sur les imitations d'Albert Algou. Mais c'était général Ganache. Non, Maréchal Ganache. Maréchal Ganache qui avec son anus artificiel. Qui finissait toujours par chanter Aznavour, non? C'est ça. La vie c'est sec, maman. Oui, non, juste rapidement, ça m'a fait penser aussi à deux compiles de rareté. Enfin, non, d'ailleurs, c'est pas forcément des raretés, mais bref, deux compiles de vieille musique française que j'aime beaucoup. Il y en a une qui s'appelle 69 années mélodiques, et dedans on retrouve, c'est pas que des trucs ultra obscurs, mais il y a on retrouve par exemple une chanson de Dalida qui s'appelle Je me repose, qui a été composée par William Scheller et qui est vraiment cool. Et de toute façon, j'aime déjà bien Dalida, même sans William Scheller, mais avec William Scheller, c'est encore mieux. Je me repose, très bonne lecture de Je ne suis pas mort, je dors. Mais pour la petite histoire, William Scheller est dans le Wiz 1, puisque avec Erotissimo, puisqu'il a fait la musique d'un film Erotissimo de Lausier, je crois. Et du coup, c'est un instrumental, et ça date de genre 5-6 ans avant qu'il rencontre son premier succès avec Donnez-moi madame s'il vous plaît, du Roquefort sur mon hamburger, non m'échappe. Rock'n'Dollars. C'est ça, Rock'n'Dollars, merci. Mais il a été compositeur et musicien de l'ombre pendant très longtemps avant de devenir chanteur. Hein. Bien sûr. Et il a écrit le Lord anglais de Jodas. Oh, mais non, c'est Random Culture Club, ça y est. Tu sais, tu mets deux pieds dans la machine et ça descend. Quoi. C'est fait pour. Hein. Mais un jour, vous savez quoi, je crois qu'un jour on fera un épisode pub Intermarché et on parlera que de trucs en rapport avec les pubs Intermarché comme ça. On pourra parler de William Scheller, on pourra parler de Mouloudji, de Jodassin, pas Jodassin, bref. Et si, parlons de Jodassin. Si, Jodassin, mais pas, enfin bref. Et sinon, il y a aussi Sheila, il y a aussi Michel Colombier, t'en parlais tout à l'heure dans cette compile. Et sinon, rien à voir, mais il y a une compile aussi qui s'appelle So Young But So Cold sur un peu genre les trucs un peu inconnus de la Cold Wave française, et c'est vraiment cool aussi, je vous le conseille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a une autre compile dans le même genre qui s'appelle des jeunes gens modernes. Jeunes gens modernes, c'est ça. Et t'en as une autre dont le nom m'échappe, Buzz ou Biz, un truc comme ça. Pareil, ou qui reprend des morceaux Cold Wave. Et ce qui est assez rigolo, et c'est vraiment c'est de voir comment la postérité en fait retient absolument pas tous ces trucs-là déjà qui n'ont pas beaucoup marché dans les choses je vous encourage vraiment à lire les notes. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont eu du succès, c'est-à-dire qu'il y a des singles qui ont marché, ça s'est vendu, ça passait à la radio, ils ont fait des podiums européens. Donc le podium européen c'était un gros truc, hein, c'était pas l'européen d'aujourd'hui où ils ont 4 auditeurs dont un qui a 90 ans, c'est gratuit, et donc ça fait des succès quand même, mais ça n'a pas resté à la postérité. C'est-à-dire que ce qui est resté à la postérité, c'est vraiment les choses les plus fadasses. Et ce qui pose aussi une question de se dire, mais qu'est-ce qui va rester à la postérité de notre époque aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que dans les années 80, on a bien vu ce qui restait à la postérité, hein, c'est aimer les images, hein, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que tous les autres trucs qui restaient, qui ont marché, il y en a un
Taxi Girl, Chercher le garçon, c'est le seul à peu près tube obscur qu'on connaît parce que ça a été un gros carton, mais tout le reste a été totalement évacué. Parce qu'en fait, ce qui reste avec la postérité, finalement, c'est le moins bon et le plus lisse. Et là, ça permet de voir que, bah non, en fait, c'était pas si lisse que ça à l'époque aussi. Et en France aussi, on faisait des chansons sur la drogue, on faisait des chansons sur le LSD. Il y a une chanson qui s'appelle Le Papivore sur le papier. Et ce qu'on papier préféré, c'est le papier buvard. Donc, je pense que tout le monde a compris de quoi il est question. Il y avait des chansons un peu coquinettes, il y avait des chansons sur la politique, il y avait des chansons sur le Vietnam, des choses comme ça. Donc, en France aussi, ça a existé. On voit toujours le côté, ouais, les États-Unis, ils avaient 10 ans d'avance. Non, en France aussi, on le faisait, sauf qu'on l'a juste oublié. Moi, je veux dire, je suis assez contente que les chansons d'un sexisme primaire de l'époque ne soient pas toutes passées à la postérité. Il y en a déjà trop. Il y en a déjà trop d'ailleurs, si je voulais mon avis, mais bon. Voilà. Pardon. J'ai prévenu, j'avais dit trigger. T'excuses pas, c'est pas toi qui les as écrites. Non, mais pour le coup, c'est une époque. Pour le coup, par rapport à ce que tu dis sur les années 80, oui, c'est vrai que effectivement, c'est même pas. Et là, pour le coup, c'était même pas des chansons sexistes ou beauf, en l'occurrence, quoi. Enfin, quand on écoute So Young But So Cold, il y en a peut-être quelques-unes qui sont un peu délire chelou, mais sinon, globalement, c'est des trucs assez dark, assez rentre dedans et tout ça, c'est pas spécialement. Bref, c'est pas tout ça, mais voilà. Hein, merci Sylvain, super cool, super intéressant, et je sens et le qu'on tour en un quart d'heure. On y reviendra. Ouais. Bon, je vais passer le micro à Florence, comme ça, pendant qu'elle parle, je vais pouvoir préparer ma chronique. Et du coup, je vais pouvoir faire ma chronique que j'ai préparée pendant que Sylvain parlait, tu veux dire. En fait, la place du con, c'est la place du premier, quoi. Julien, si tu nous écoutes encore. Non, mais je suis toujours là. Hein. C'était la punition chips. Toute ma scolarité où je faisais les devoirs du cours suivant sur l'heure d'avant. Non, mais moi, ça tombe bien, j'avais rien préparé, alors. C'est si quand même, on a préparé, on a regardé le film ensemble, ce qui était déjà. C'est vrai, j'aurais pu faire sans regarder le film. Ouais, mais ça c'est l'étape ultime. C'est le jour où on arrivera à faire des chroniques sur des trucs qu'on n'a pas vus, bah on sera mûr à intégrer des émissions plus connues comme Le Masque et la Plume et on pourra arrêter celle-là. Ça sera la vraie reconnaissance. Plus besoin de voir ce qu'on critique. C'est l'étape ultime. J'espère, ça serait tellement bien qu'on ait un shitstorm sur Twitter et tout, genre ouais, mais arrêtez de nous critiquer là-bas. Bon, faut pas rêver. Si sous-entendait que des gens nous écoutent, tu veux dire. Oui, non. On t'embrasse, toi qui nous écoutes. Merci, ça nous touche. Bon, Florence a une chronique à faire et voici son histoire. 15 minutes. Alors, donc moi, comme on était parti sur les araignées chinoises, j'ai décidé de parler d'un film qui est pas chinois et où il y a pas vraiment d'araignées en fait. Si quand même. Si, il y en a une. Mais il y en a une, mais elle est dans le titre en fait, et c'est tout. Donc c'est un petit film un peu connu qui a eu son petit succès, qui s'appelle Le Château de l'araignée d'Akira Kurosawa. Alors jamais entendu parler, ouais, c'est parce que t'as pas fait d'études de cinéma, ça, voilà. J'ai fait option cinéma au lycée, ça c'est vrai. C'est une vraie histoire. Moi aussi, c'est dingue. Hein. J'ai eu les parapluies de Cherbourg au bac. C'est intéressant. J'ai parlé de Trainspotting et mon examinatrice avait pas du tout apprécié. Oh. Ça, je reconnais bien l'époque. Donc pourquoi du coup le château de l'araignée d'Akira Kurosawa ? Parce qu'il y avait une araignée dans le titre. Et que c'est japonais, hein, c'est pas chinois, mais bon. Non mais ça non. C'est une coïncidence. Si ça a été un film américain, tu en aurais parlé aussi. Ouais, en fait, ouais, carrément. Et puis je me suis dit que c'était un peu l'occasion. En fait, Kurosawa, c'est un peu un des manques, on va dire, de ma cinéphilie. C'est un bien grand mot. Mais c'est vraiment l'un des réals où souvent je me dis il faudrait vraiment que je me fasse une grosse rétro de Kurosawa. J'en ai vu quelques-uns quand je faisais mes études de cinéma, en l'occurrence. J'avais vu le Château d'Araignée, j'avais très très peu de souvenirs, enfin quasiment pas de souvenirs en fait. J'avais vu les 7 samouraïs dont je me rappelle un peu plus et tout. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion en fait. C'était l'occasion de me plonger même un peu là-dedans parce que je connais assez mal. Et voilà, c'est vraiment parmi les morceaux, je pense qu'on en a tous comme ça, quoi, des morceaux du cinéma où on se dit qu'il faudrait qu'on s'y intéresse de plus près et en fait on le fait pas. Moi, par exemple, j'ai remarqué aujourd'hui que j'avais vu aucun film de Bruno Dumont. Ouais, bon. Mais j'ai pas envie. Voilà, en fait, après, faut pas se forcer non plus, hein. Je veux dire, mais moi, Kurosawa, j'avais envie. Je le ferai. Tu le feras, bon après,
mais bon voilà, il y en a sur lesquels je fais l'impasse plus ou moins volontairement des réalisateurs, mais là lui c'était pas le cas. Et du coup je me suis dit bah voilà, l'occasion fait le larron comme on dit. Alors de quoi ça parle? Comme plus personne ne dit ça d'ailleurs. Alors c'est une adaptation de Macbeth en fait, de Shakespeare. Là normalement c'est le moment où je fais semblant d'avoir lu Macbeth de Shakespeare, mais en fait non. Tout ce que j'ai, c'est que j'avais vu quand même l'adaptation de Wells. Et donc ce Macbeth en fait il est transposé dans le Japon féodal, et ça parle de deux chevaliers qui rentrent d'une bataille, qui rentrent victorieux d'une bataille et qui croisent un esprit dans la forêt, et cet esprit leur livre une prophétie qui est, puisqu'il y a le château de l'araignée qui est donc le château du seigneur duquel ils dépendent, et cette prophétie est que l'un des chevaliers va devenir le seigneur de ce château, alors qu'à la base c'est juste des soldats quoi, c'est pas et que par contre ce sera le fils du second chevalier qui finira lui seigneur du château. Non quoi. Non, c'est en fait il dit tu vas tromper 1000 fois un chevalier. On peut tromper 1000 fois. Il dit tu vas devenir maître de la tour nord. Après, tu seras maître du château, et après toi, ce sera le fils qui va devenir maître du château. C'est ça. Et oui, donc il fait il commence la prophétie la prophétie elle est en plusieurs étapes. Voilà. Mais donc à la fin, ils sont censés effectivement l'un être maître du château et ensuite le fils du suivant. Et eux, ils prennent ça totalement la rigolade au début. Hein. Bon, ils font pas trop les malins parce qu'ils ont quand même croisé un esprit dans la forêt et que même quand on est japonais, bon, c'est un peu flippant. Mais en fait, arrivé au château, le début de la prophétie se fait. C'est-à-dire que comme on avait dit à l'un qui deviendrait gardien de la citadelle, je crois, je sais plus quel terme exact, et l'autre voilà. Et c'est exactement ce qui se passe. Le seigneur les nomme à ces postes-là. Et donc pour eux, évidemment, ça veut dire que ça enclenche la prophétie. Et à partir de là, l'histoire va se dérouler avec comme question évidemment derrière. Cette histoire de prophétie, est-ce qu'elle est auto-réalisatrice? C'est-à-dire que, en fait, eux vont faire coller les événements à cette prophétie, puisque le premier Mishuzu auquel on avait dit qu'il allait, non, je me suis gourée sur son nom. Comment il s'appelle déjà? Attendez, je vais retrouver son nom quand même à ce pauvre garçon, parce que j'ai complètement. Michel? Non, je crois pas. Tishiro. Oui, Mifune. Oui, non mais Washizu. Non mais Mifune c'est le nom de l'acteur. Je l'ai appelé Mishuzu le pauvre, et c'est Washizu le personnage. Washizu. Excusez-moi si tu nous écoutes. Et donc en fait, il va être poussé par sa femme à accomplir cette prophétie et donc à tuer le seigneur actuel pour devenir lui-même seigneur du château comme on lui avait annoncé. Et donc, comme c'est une adaptation de Macbeth, effectivement, on est un peu dans quelque chose de l'ordre de la plongée dans une certaine folie des personnages, puisque en faisant ça, en déclenchant lui-même, en fait, en assassinant le seigneur et en devenant seigneur à sa place, il va évidemment réaliser lui-même la prophétie, sauf que derrière, du coup, comme c'est lui qui a mis ces événements en place, qui a mis ces événements en marche, ça va forcément créer une avalanche d'événements sans tout raconter. Et lui, une fois seigneur du château, il pense en fait que c'est lui qui fera hériter le fils de son ami du château, et qui donc ce sera lui le seigneur suivant. Mais ça se passe pas comme ça parce que évidemment il y a des intrigues. Sa femme lui apprend qu'elle est enceinte et que donc il aura peut-être un héritier. Et donc là il s'engage en fait dans quelque chose. Enfin ils s'engagent tous les deux d'ailleurs, le couple, dans quelque chose qui relève de la folie meurtrière et de la manigance pour tuer un peu les opposants et pour accomplir leur prophétie comme ils le veulent. À la manière dont ils veulent. Voilà, ça c'est en gros le pitch, sachant que cet esprit va revenir à un moment donné lui faire une autre prophétie
et que lui encore va interpréter un petit peu à sa manière et qui va précipiter sa chute. Alors c'est un film, voilà, c'est un film de Kurosawa. Comme c'est une adaptation de Macbeth, et c'est, comment dire, il y a une mise en scène qui est très théâtrale, qui est très inspirée aussi du théâtre No, du théâtre japonais, c'est-à-dire avec des personnages très marqués, avec des visages, des sortes de masques. C'est très, je trouve que c'est, enfin moi je suis quand même assez branché culture japonaise, enfin autant que possible quoi, mais le No c'est un peu la dernière étape de l'évolution du vrai appréciateur du Japon. Je trouve que c'est très dur à apprécier quand même quand on n'est pas de la culture et tout. Moi c'est pas un truc très compliqué quoi. Ouais, non mais complètement. Mais c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont assez déstabilisantes dans le film et dans les films qui sont comme ça, qui font référence à des choses auxquelles on n'a pas du tout nous les refs. Alors après, au-delà de ça, justement, moi je trouve que ça fait en partie le charme. Le film est fait, il y a des décors extérieurs parce qu'il a été fait en partie en extérieur et en partie en studio, mais il a une esthétique vraiment particulière, c'est-à-dire que d'ailleurs tout le film est noyé dans une ambiance de brume, voilà, qui donne un aspect très très fantasmagorique à tout. Le jeu des comédiens, il y a Mifune donc qui est vraiment qui a l'air complètement possédé à certaines scènes, et il y a donc sa femme qui a un jeu très qui est très très statique en fait, qui bouge très peu, et qui en même temps assène des phrases. Alors le côté qui est moins repris du théâtre, c'est qu'il y a pas d'aparté, il y a pas de grand monologue en fait, on est surtout sur du dialogue. Moi d'habitude j'aime bien quand même globalement les cinémas assez denses, assez foisonnants, et là pourtant c'est l'épure, quand c'est bien maîtrisé, c'est vachement bien quoi en fait. Et ce film là il est vraiment très épuré à tous les niveaux. Au niveau visuel, on est vraiment dans 3 unités de lieu distinctes, et très très peu de décors de toute façon, et en plus comme je disais, ce décor qui est beaucoup noyé dans la brume, et il y a très peu de mouvements de caméra, il y a assez peu de mouvements il y a pas assez peu de mouvements de comédiens, il y en a parfois beaucoup, et toujours bien utilisé, bien à dessin, et parfois il y a des scènes notamment avec la femme où c'est très très statique pendant très longtemps, et du coup je trouve que ça donne une force au moindre mouvement de caméra, justement, à la moindre expression qui est exprimée un peu plus fort que la précédente, et je lui trouve un charme fou à ce film en fait. Je sais pas, je trouve qu'il a une ambiance superbe. J'adore vraiment son esthétique en fait. Chaque plan, on sent qu'il est vraiment, chaque plan il est millimétré en fait. Chaque expression aussi, même au niveau des dialogues hein, d'ailleurs, chaque dialogue est vraiment comment dire, chaque dialogue fait progresser en fait. Il parle pas sans arrêt hein, dans ce film. C'est un film qui est pas très très long, qui fait dans les 1h40 je crois, 1h40, 50 par rapport à d'autres qu'a fait Kurosawa, c'est pas très très long, mais chaque dialogue en fait fait progresser vraiment le film vers la scène suivante. Et moi je trouvais qu'à chaque fois on a envie d'aller à la scène suivante en fait, et de savoir comment les choses vont évoluer. Et voilà, enfin moi j'aime beaucoup ce film, et j'aime beaucoup ce film de manière assez c'est pas forcément le genre de film que j'aime en fait à la base, mais celui-là celui-là je le trouve à part quoi. En fait comment dire, je pense qu'on vieillit. C'est aussi simple que ça hein. Non mais je sais pas, mais moi en tout cas je sais que je suis de plus en plus je discutais avec des amis il y a pas très longtemps sur le fait que j'ai toujours été hyper sensible au récit des films en fait, aux histoires qui sont racontées dans les films, souvent plus que la forme, même si je trouve que ça a pas de sens de le séparer.
parce que la forme et le fond se servent toujours mutuellement dans un bon film, quoi. Bah, surtout quand c'est des films comme ça de réalisateurs pour qui tout est vraiment pensé Bah, et c'est ça, pesé, en fait, quoi. c'est que un silence, la composition d'un plan, ça fait aussi partie de la ça fait évidemment partie de la mise en scène et c'est pas que, voilà. Mais je trouve que l'art de raconter une bonne histoire correctement, c'est quand même, c'est extrêmement compliqué et on le perd de vue, je trouve. On a tendance à l'oublier et il y a beaucoup. Moi, je trouve que c'est un gros problème de beaucoup de films qui sortent depuis un moment et je trouve qu'il y a une qualité d'écriture qui s'est vraiment perdue depuis un petit moment, sans doute parce que, je sais pas, parce qu'on se dit que avec les effets spéciaux modernes, on peut tout faire et donc on a un peu trop la tête levée vers les étoiles de ce que oui, puis parce que je pense qu'il y a une certaine ouvrir. adaptation au public ou à ce qu'on pense être le public, quoi. C'est-à-dire qu'on considère que les gens maintenant, sont beaucoup plus speed et ont tendance à zapper, ont tendance à. Donc peut-être qu'il y a une espèce de, aussi de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qu'on se met à donner au public et du coup c'est ce que le public est habitué à voir. Et etc., quoi. Mais les films sont hyper longs en même temps, c'est ça qui est curieux. Et les films sont très très longs pour pas grand chose. C'est très paradoxal. Alors que je trouve que par contre le Château de Ranières raconte énormément de choses. Je digresse. En assez peu de temps. Tant que tu dis pas verge, pardon. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites et ce que moi j'ai trouvé ce que je trouve dans le Château de l'Araignée, c'est que certes l'histoire est super, mais putain ce que c'est beau, quoi. Enfin il y a des plans séquences de folie et des plans séquences avec des effets très très simples. On peut raconter le plan séquence de quand il rentre dans la petite cahute de la sorcière, il rentre dans la cahute et il continue à avancer dans la cahute et la caméra recule et il n'y a plus la cahute. C'est un effet spécial, c'est juste deux techniciens qui ont bougé la cahute. Hein. C'est ça. Et en même temps, c'est au milieu de plans assez statiques et tout, et du coup, directement, ce mouvement-là, tout à coup, il a une portée énorme, quoi. C'est-à-dire que ce travelling avant, ce travelling arrière est super. Je pense à une autre scène, je vais pas vous spoiler, quand la femme sort dans un dîner, dans une cérémonie avec un long mouvement de caméra extrêmement lent, extrêmement ample et qui donne un poids et certes le rythme, c'est un film aussi de 57, donc forcément le rythme il a beaucoup changé, mais il y a des scènes qui sont où on n'a pas besoin en plus d'esbrouf. Tu parlais de brume, il y a une scène où à un moment la forêt de l'araignée est connue pour être on s'y perd très facilement et donc on va voir le labyrinthe, les labyrinthes autour du château. En fait, on voit très peu de labyrinthes. Les scènes sont très très. Mais sauf qu'on le vit, quoi. Ouais, on le sait. On le vit puisqu'on va voir, on va voir qu'ils sont perdus dans la brume et on voit qu'ils font des tours, ils savent pas où aller et en fait on comprend très bien. Il y a pas besoin de nous faire un plan extrêmement compliqué. Et il y a un travail sur le hors-champ qui est splendide. Et moi, il y a autre chose qui m'a un peu bluffé, c'est le travail aussi sur le son. Il y a on l'a dit, chaque dialogue est vraiment léché, mais il y a aussi un travail il y a quelques scènes où il y a quasiment pas de son. Alors moi, il y a un son qui revient, et c'est évidemment volontaire, et c'est obsédant. C'est sa femme marche et donc elle a cette tenue traditionnelle quand elle marche, et systématiquement quand elle se lève, parce qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, de toute façon elle comment dire, c'est elle qui enclenche à chaque fois la suite du film, quoi, enfin la suite du récit. Et donc systématiquement quand elle se lève et qu'elle marche, le seul bruit qu'on entend c'est le frottement en fait de son habit traditionnel qui frotte et t'entends le tissu qui fait comme ça. Et ce bruit, il emplit tout l'espace de la scène. Et il à chaque fois, il amorce en fait, il amorce quelque chose. Et c'est rien, c'est un tout petit son qui est presque gênant. C'est-à-dire qu'on t'as tendance un peu à faire, attends, c'est quoi, c'est un peu énervant là, genre pourquoi ça fait. Et en même temps, ça emplit tout. Ça la met en mouvement à chaque fois. Enfin, ça va vraiment avec son mouvement et donc avec ce qu'elle va enclencher dans la suite du récit et tout. Et ce son-là, je trouve qu'il il montre vraiment le travail qu'il y a sur le son, quoi. Enfin, c'est pas le seul, mais celui-là vraiment il m'a marqué, quoi. Est-ce que pour finir cette chronique, parce que du coup le temps est imparti, est-ce que tu peux refaire à la bouche ce bruit? Oui, ça fait.
Merci. Non, par contre, je veux juste revoir vraiment 30 secondes sur une scène, parce qu'on a parlé du travail du hors-champ. C'est la scène, je spoil, hein, tant pis, ça date de 57, vous avez eu le temps de le voir. Oui. Hein. C'est la scène finale où il se fait du coup tirer dessus par. Je me rappelle que de ça, en fait, je l'ai vu, c'est le seul souvenir que j'ai. Cette scène, voilà, par des sérieusement, je me permets de t'interrompre. Cette scène est folle, mais vraiment. Cette scène est dingue. Donc, imaginez, on l'a spoilé, donc comme tu l'as dit, 57. Donc, il se fait tirer dessus par des archers, et j'ai découvert après. Des centaines d'archers, quoi. C'est des vraies flèches. C'est des vraies flèches, quoi. Et cette scène est folle. Il y a un moment, tu te dis, mais c'est incroyable comment ils ont fait. Et il a un regard complètement halluciné je me souviens de ça m'avait marqué. Et alors oui, ça prend encore plus de poids quand tu sais que c'est des vraies flèches, mais de toute façon ça fonctionne vraiment. Bon, de toute façon il est possédé pendant tout le film, hein, je veux dire Mifune, il est vraiment il est grandiose, quoi. Et donc effectivement c'est des vraies flèches et quand on le voit, alors parce que du coup quand on le voit en fait bouger ses bras pour essayer un peu de se défaire de ses flèches, ça donnait aux archers des indications sur les mouvements qu'il allait faire pour éviter de quand même lui mettre vraiment une flèche vraiment une flèche dans la tête. Et donc cette scène elle est dingue parce que quand on parle du travail du hors-champ, moi sur cette scène je vois vraiment, quoi, enfin je vois la foule en colère, je vois alors que ce que je vois c'est lui qui regarde cette foule, mais dans son regard et dans le son aussi et dans tout je veux dire c'est vraiment comme si c'était filmé en champ contre champ, alors que c'est même pas c'est globalement pas le cas, quoi. Ouais, mais cette scène est folle. Mais après il y a plein de scènes folles, il y a des choses où on parlait tout à l'heure dans le film précédent qu'il y a des scènes iconiques, mais là il y a tellement de scènes iconiques. La scène où la femme va chercher le poison, ouais, où c'est ça, qu'elle ressort du noir, elle ressort du noir comme ça. Et juste avant, en plus, elle a un mouvement, tu l'as dit, avec sa robe, qui est une robe de cérémonie, parce qu'elle est toujours vraiment apprêtée, prête à faire une cérémonie, et où elle se déplace comme ça. Et elle fait, c'est un peu la méchante du film, c'est elle qui pousse à commettre l'acte. Et du coup, cette lenteur, ce truc, mais rajoute une angoisse, parce qu'en fait, on a toujours un peu le sentiment de se dire, non, mais il va quand même bien se rendre compte qu'il faut pas qu'il fasse ça, enfin, que c'est pas clair. bien. Et en fait, non, et du coup, ça met encore plus d'angoisse. Et il y a aussi, une scène qui m'a marqué, c'est la fidélité. Il y a tellement de thèmes dans le film qui sont évidemment donc le coup de faut jamais savoir l'avenir. Hein. Si un jour on vous le propose, vous dites non, faut pas savoir l'avenir, c'est mal. L'amitié aussi, et la filiation, le pardon, tout ça, c'est vraiment magnifique comment reprendre Macbeth et en faire un truc qui parle toujours, et ça parle encore, ça date de 57, ça parle de 57, et en plus c'est genre dans le Japon médiéval. C'est ça. Et pourtant les thèmes, je veux dire, ils sont, enfin effectivement, comme tu dis, ils couvrent plein de choses et plein de thématiques et à la fois quotidiennes et actuelles et tout ça. Et cette transposition et en plus je trouve que justement c'est ça qui aide, c'est que le Japon médiéval, il y a pas plus loin pour moi, hein, comme mais du coup comme c'est vraiment pour nous hors du temps, hors du lieu et tout, je trouve que c'est d'autant plus facile paradoxalement de s'y projeter et de comment dire et que ça incarne en fait des problématiques. Parce que c'est hors du temps, donc à partir du moment où c'est hors du temps, ça peut être n'importe quand, et c'est hors de lieu parce que les lieux, ils sont pas identifiables. Enfin, ils sont dans la brume, ils sont. Alors oui, ils disent à quel endroit ça se passe et tout, mais je veux dire, ces lieux, ils sont là, ils pourraient être dans un autre pays. Et du coup, la projection elle est d'autant plus facile que c'est à la fois nulle part et partout, et que c'est à la fois partout et tout le temps, quoi. De toute façon, c'est Pardon. Non, vas-y, Sylvain. Et en plus, je trouve qu'il y a aussi tout ce truc sur, tu sais, où t'as en plus la beauté des lieux, puisque c'est des lieux tout en bois qui sont super, et c'est effectivement très statique. Et par exemple, il y a un moment où, au tout début du film, ce qui m'avait gêné, c'était qu'ils savent pas tenir leurs chevaux. C'est-à-dire que quand ils sont sur les chevaux ils bougent tout le temps. Et tu fais, non mais enfin, pourquoi ils bougent tout le temps? Et en fait, tu comprends que pourquoi ils bougent tout le temps, c'est parce que c'est justement une action de mouvement, et c'est pour que justement là tu ressentes quelque chose qui soit autre chose que tu ressentes, et pour montrer que les décisions qui sont prises à ce moment-là ne sont pas les mêmes décisions prises dans un château, dans une alcôve. Et au début, c'est un peu choquant, et à la fin, tu t'y fais très bien. Ouais, mais du coup, ça revient en plus avec le fait qu'à un moment donné, il y a une scène où il y a un cheval qu'ils n'arrivent pas du coup à
à monter. Donc ce qui avait l'air de rien au début, en fait, tu comprends que c'est dans une dynamique globale et que ça fait vraiment partie d'un tout, quoi. C'est exactement. Puis le sens des ellipses aussi, où il y a plein d'ellipses, puisque ça se passe pas en 2 minutes. Et en fait, où c'est totalement fluide et où tu vois les gens qui partent et qui reviennent pour un enterrement, alors qu'en fait, dans les faits, il a dû avoir 4 jours, mais ça prend, et ça passe crème. Et c'est vraiment, c'est hypnotique, on l'a dit, mais c'est aussi, et déjà, ça fait du bien d'avoir un film qui se pose, qui change pas de plan tous les 30 secondes, on va pas se mentir. Ouais. Et c'est assez impressionnant. Je vous avoue que je connais très mal Kurosawa également. J'ai dû en voir 2 ou 3, et celui-là, je l'ai revu comme je savais que tu allais en parler, et j'ai pris une petite claque. Ouais, j'aurais vraiment bien aimé le revoir. Je me souviens que de la fin, mais ça m'avait beaucoup marqué. Et ils ont bien galéré en plus niveau réalisation, parce que effectivement, moi au départ, je me suis dit ouais, ça a l'air d'être du studio, puis je voyais qu'il y avait quand même des plans et ils ont monté parce qu'ils voulaient à tout prix les pentes du Mont Fuji en fait. En décor, pas tant pour le mont, mais vraiment pour l'aspect, les pentes en fait, parce que ça correspondait à ce que visuellement ils voulaient, à des verticales, des horizontales, et ils ont vachement galéré à monter les décors là-dessus, et je pense que même la difficulté en fait du tournage, à mon avis, ça a servi le truc au final quand même. Et comme souvent d'ailleurs, comme on disait, la facilité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? La liberté, c'est la pire des contraintes. La liberté, c'est la pire des contraintes. C'est la pire des contraintes. Et là, pour le coup, je crois qu'ils ont vraiment bien bossé avec leurs contraintes, quoi. Bon, je vais devoir vous arrêter. Ouais, je comprends. Je suis désolé, mais voilà. Merci mais en tout cas. C'est ça qui est génial. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de cinéma, pardon, du coup je continue, mais tu parlais tout à l'heure de cinéma, d'art, d'histoire, etc. Là, on n'a pas parlé tant de l'histoire, des effets spéciaux, de tout ça, que de tout ce que ça nous a aussi fait, et on est vachement plus bavard que de dire mais tu te rends compte, à un moment, il y a un caméo de machin, quoi. Ouais. Oui. Je vois pas de quoi tu parles, mais je vois bien de quoi tu parles. Parce que du coup, c'est des films qui laissent plus exister le... Mais ça dépend. Le ressenti, quoi. T'as regardé à la fin du générique s'il y a Nick Fury qui recrutait Toshiro Mifune pour monter une équipe. C'est parce qu'en fait, il y a l'ami là, tu sais. En fait, il était pas vraiment. Et puis du coup, il revient. Et puis... Ouais, en fait, il y a le teasing des 7 samouraïs à la fin. C'est ça, juste après. Bon, est-ce que vous voulez un jingle vénère ou un jingle toujours peace? Ah, pardon. Peace. Peace? Bon, allez, peace alors. C'est un ancien, vous le connaissez. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association. Mémorial nazi peut-être. En tout cas, on a réussi à parler de 2 films japonais sans dire que c'était entre tradition et modernité. Franchement, on est les plus forts. Surtout que c'était vraiment le cas. C'était entre tradition et modernité. Non, mais t'as pas vu, on a juste esquivé l'expression soigneusement. Bon, moi je vais vous parler de... Alors attendez, je mets le chrono parce que je le mets pour vous, je le mets pour moi. Mais moi, comme je suis bien à l'arrache à ma présentation, je pense que ça va être... Je vais sûrement avoir du mal à tenir un quart d'heure en fait. En même temps, il n'y a pas d'obligation. Bah, moi je pensais pas faire un quart d'heure sur Hiruko, donc... Ouais, mais écoute, c'est Imagine Dragons Culture Club. Surtout qu'après on a un tirage au sort à faire, donc c'est pas tout ça, mais on n'a pas le temps de niaiser. En fait, donc araignée. Alors moi je suis vraiment parti bille en tête sur les araignées. D'ailleurs, je m'étais dit, il y a forcément quelqu'un qui va faire un film avec des araignées géantes. Genre un truc genre Arakatak ou je sais pas, enfin un truc. Et bon, alors Hiruko, ça s'en rapproche un peu quand même, mais c'est pas non. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait de film d'araignée quoi. De truc de base. Non, pas spécialement. Parce qu'on n'est jamais là où on nous attend. Non, c'est vrai. C'était trop évident. On aurait pu faire Starship Troopers, mais j'ai l'impression quand même que tout le monde a vu Starship Troopers. En tout cas, les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils ont vu Starship Troopers. Peut-être qu'il y a un public plus jeune qui n'a pas vu Starship Troopers, mais je pense que ce public plus jeune ne nous écoute pas. Oui, puis c'est quand même un truc qui fait l'apologie du nazisme quand même. Ah, c'est toujours nous les nazis qui avons le mauvais rôle. Exactement. On peut pas passer là un peu à autre chose. Donc bref, donc voilà, bon, donc moi j'ai un problème avec les films des histoires d'araignées tueuses, pardon. Moi j'aime les araignées. C'est une créature que je ne tue jamais les araignées.
je les mets dehors. J'ai un petit appareil exprès pour les attraper et les mettre dehors. C'est vrai, c'est une vraie histoire. Là où son chat peut les dévorer en toute quiétude. Oui, enfin bon, bref. Non, mais tu parles si j'ai... Mes chats ne mangent que de la pâtée et de la croquette. Hein. Une fois, il y en a un qui nous a ramené un oiseau, mais c'est à peu près tout. Donc bon, voilà. Et alors, je me suis dit, mais il y a quand même des romans qui doivent parler d'araignées, quoi. Je sais pas, ça doit exister. Et ben, pas tant que ça. Bizarrement, j'ai cherché. Alors, il y avait le Spider de Cronenberg, mais j'avais vu le film, j'avais pas envie de me replonger là-dedans. En fait, c'était tellement glauque, tout, enfin, maladie mentale et tout. Je sais pas, j'avais pas envie. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur pour le coup, un livre d'araignées géantes qui s'appelle Don't Move, et c'est sur des campeurs qui se font attaquer par une araignée géante préhistorique. Et Porteuse de droite. J'ai failli. Oui, mais c'était sûr. C'était sûr. Et alors j'ai écouté Don't Move en anglais. Et putain, c'était pas bon, quoi. Donc ouais, non, c'était vraiment pas bon, en fait. Donc donc en fait, la meilleure partie du livre, si je puis dire, c'était hyper prometteur quand même au départ, parce que c'était une bonne vieille histoire simple, un groupe de campeurs. Puis tu sais, moi j'aime bien ces histoires où t'as un groupe et puis chacun incarne un peu un archétype. Alors t'avais l'héroïne, le personnage principal, qui est une femme, une femme meurtrie parce qu'elle a vu son mari et son enfant mourir dans un accident de manège. Alors dit comme ça paraît drôle, mais c'est un accident de manège, bon. Mais c'est assez glauque dans le truc. Elle les voit, c'est horrible. Elle les voit mourir dans d'atroces souffrances. Enfin, c'est dégueulasse. En plus, il y a plein de gamins qui meurent. Les grands 8, quoi. Bref, mais tu sais, en plus, dit comme ça me fait. Enfin, je sais, ouais, on dirait un peu un sketch, quoi. Genre, il est mort dans un accident de manège. Mais bon, bref. Et donc, c'est destination finale, hein, pour donc moi. après, ouais, mais complètement, mais avec un enfant, quoi. Et donc après, elle part en camping avec ce groupe-là, avec le pasteur, avec un jeune gamin, et puis avec un dealer un peu hardcore, tout ça. Un bad boy. Ils ont jamais vu de film d'horreur, ces gens-là. Oui, c'est exactement ça, quoi. Donc ils partent à la campagne et ils se font agresser, puis ils se font poursuivre par une araignée géante qui va petit à petit bouffer tout le monde, et à la fin il reste plus que, enfin désolé je spoil, mais je pense que personne ne le lira jamais. Et à la fin il reste plus que elle et le dealer badass. Et ça aurait pu être cool, mais en fait c'était relou, quoi. C'était ultra relou, donc je vais pas faire ma chronique dessus, je vais juste vous dire que c'est relou. Donc je me suis rabattu sur un autre truc qui me hypait beaucoup plus, et c'est Anansi Boys. Et qu'est-ce que c'est Anansi Boys ? En fait, c'est la suite de American Gods. Donc Anansi Boys, roman écrit par Neil Gaiman, le même auteur qu'American Gods. American Gods, c'est un livre qui est sorti en 2001, si je dis pas de bêtises, que j'ai lu en 2004, 2005, un truc comme ça, et qui m'avait complètement mind blown, quoi. Enfin, c'était genre, pour moi à l'époque, c'était mon livre préféré ever, sachant que j'étais déjà fan de Bons Présages, coécrit par Pratchett et Gaiman. Et donc j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire il y a un mois, j'avais pas relu American Gods depuis 2005. Et je me suis dit, bon, je vais lire Anansi Boys parce que j'avais adoré American Gods. Et voilà. Et finalement, ça a été assez compliqué de lire Anansi Boys parce que Anansi Boys, c'est une suite, mais c'est plutôt un spin-off en vrai. C'est censé se passer après les événements de American Gods, mais donc American Gods, c'est la guerre des anciens dieux, des nouveaux dieux aux États-Unis, donc les nouveaux dieux des médias, des machins, des trucs, enfin de la technologie en 2000. Donc c'est un peu ça a mal vieilli. Enfin, j'y reviendrai après. Et les anciens dieux, Odin. Tiens, j'aurais dû mettre le Monsieur Manhattan avec Willy Odin. Ça aurait bien marché là. Et en fait, parmi les anciens dieux qui sont aux États-Unis, il y a Charles Nancy, qui est Anansi, qui est un dieu d'Afrique de l'Ouest, le dieu araignée. Et en fait, c'est une sorte de... On pourrait dire que c'est une sorte de Loki
dans le côté, c'est un peu c'est le dieu farceur dans ce folklore-là. C'est le dieu des histoires. C'est le dieu qui a le pouvoir des histoires et donc c'est un dieu qui a le pouvoir de raconter des histoires aux autres, de tendre des pièges aux autres, de leur faire des sales blagues, de les faire tourner en bourrique et de leur raconter des histoires pour qu'il leur arrive des malheurs ou enfin voilà. Mais il n'est pas aussi malveillant que Loki. Sachant que le Loki de la mythologie nordique est quand même moins malveillant que le Loki de Marvel. Enfin, en tout cas que le Loki du début de Marvel qui devient gentil après. Enfin, bref, si vous avez vu la série. Et alors, Anansi Boys, qu'est-ce que ça raconte ? En fait, c'est Charles Anansi, donc l'incarnation contemporaine de Anansi, qui a un fils qui s'appelle Charles, mais qui se fait appeler Gros Charlie. C'est son surnom, alors qu'il est pas spécialement gros, mais c'est un surnom qui lui colle à la peau. Et donc Gros Charlie, il vit à Londres, loin de son père, qu'il a jamais pu supporter et qui pour lui n'est pas un dieu. Enfin, voilà, c'est juste son père, et un père qui s'est pas beaucoup occupé de ses enfants, de sa femme et de ses enfants. Et en fait, un jour, son père, il apprend le décès de son père, donc il est obligé de retourner aux États-Unis. Et quand il revient à Londres après l'enterrement de son père, il va commencer à lui arriver tout un tas de choses étranges. Il est censé se marier avec sa fiancée, mais les choses vont pas se passer exactement comme il faut. Et il a un frère qui va débarquer dans sa vie, un frère dont il a jamais entendu parler. Alors, je vais pas vous spoiler pour le coup, parce que ça serait dommage. Mais en fait, le fond de l'histoire, c'est évidemment comment ce Gros Charlie qui est tout emprunté, tout timide, tout timoré, qui a un peu les deux pieds dans le même sabot, va au fur et à mesure des aventures qu'il va connaître, prendre confiance en lui, apprendre à connaître, à se rendre compte que lui aussi, il a des petits pouvoirs, et s'affranchir de ses daddy's issues, quoi. C'est un peu curieux parce que Neil Gaiman qui est quand même... Alors j'ai pas tout lu de Neil Gaiman, mais j'ai quand même lu beaucoup de choses. J'ai lu tout Sandman, j'ai lu Mythologie nordique, j'ai lu d'autres romans. C'est pas trop un marrant d'habitude quand même. Mais il arrive quand même à faire de l'humour. Et là on sent qu'il a voulu tout mettre sur l'humour. Et en fait c'est ça qui est un peu compliqué avec ce bouquin. C'est qu'il essaye de créer une forme ça fait un peu humour sitcom bienveillant en fait, je sais pas comment dire, mais c'est un côté très des personnages bien sympathiques, pas trop, enfin voilà, il faut attendre très longtemps dans l'histoire pour avoir un vrai méchant qui va arriver, et c'est même pas il est même pas si méchant que ça. Donc bon, ce que j'ai surtout retenu de ce livre et qui est vraiment hyper intéressant, je trouve, c'est un peu cette plongée dans un folklore qu'on n'a pas forcément l'habitude dont on n'a pas forcément beaucoup l'habitude d'entendre parler, qui est le folklore donc Afrique, enfin surtout l'Afrique de l'Ouest, de ce dieu Anansi et de ce dieu donc qui est à la fois le dieu farceur, mais surtout le dieu des histoires. Alors ce qui est marrant, c'est que l'araignée là-dedans, on a du mal à voir quel rapport entre une araignée et enfin voilà la figure de l'araignée et le dieu un peu farceur comme ça, mais je sais pas, ça c'est... Je saurais pas vous expliquer. Tu dis ça parce que t'as jamais une araignée qui a surgi à un endroit totalement improbable. C'est vrai que ça peut être farceur, une araignée quand même. Ouais, carrément. Ça fait sursauter. Et donc voilà, après moi j'ai trouvé... Enfin, ce que j'ai trouvé un peu gênant en fait, c'est que... C'est peut-être un peu la limite de l'approche d'un mec comme Gaiman qui est un ultra spécialiste de tous les mythes et de justement du rapport entre oui, je fais hyper bien le chat, je sais. Et en plus je le fais en continuant à parler. Et qui est un ultra spécialiste de que sont les mythes, qu'est-ce qu'ils apportent dans la société humaine, enfin voilà, comment le mythe nourrit la réalité, comment la réalité nourrit le mythe, etc. Enfin on est toujours dans ces thématiques-là. Moi c'est un truc comment qui me passionne. Le vêtement nourrit les mythes aussi. Que j'aime. Et oui, comment les mythes. Comment les mythes j'ai hésité, mais je non, mais il fallait. Là où j'ai trouvé que vraiment il y avait un gros problème, c'est qu'il y a zéro lecture sociale en fait dans tout ça. C'est qu'en fait c'est des familles bourgeoises noires de Londres
Et à la base, American Gods, et je trouve que c'est aussi un gros problème d'American Gods, on parle des anciens dieux qui sont arrivés aux États-Unis, et notamment Charles Nancy. À Nancy, il est arrivé via l'esclavage aux États-Unis. Tout ça est complètement évacué. Pour le coup, c'est plus présent dans American Gods quand même. On parle un peu plus de l'esclavage, mais pas tant que ça. Et en fait, la morale enfin le truc dans American Gods, c'est que c'est la guerre entre les anciens dieux et les nouveaux dieux, mais finalement, ce qui va faire la différence et les vrais gentils de l'histoire, c'est les dieux amérindiens, quoi. Et même ça, c'est mal exploité dans American Gods. Et là aussi, je trouve que parler d'un dieu qui est arrivé, enfin qui s'est retrouvé dans le monde occidental via l'esclavage, en mettant en scène des familles noires bourgeoises de Londres, je trouvais que c'est ça. Enfin, moi, ça me gêne en fait. Voilà, je trouve ça compliqué d'évacuer complètement le côté social de l'histoire. Et donc voilà. Après, il n'en reste pas moins que c'est un livre qui est sympathique. Enfin, c'est quand même du Neil Gaiman. Il y a quelques passages qui sont assez drôles. C'est un peu longuet, mais voilà. Et alors pour finir un peu là-dessus, je sais pas combien de temps il me reste, mais il me reste 2 minutes. Du coup, après avoir lu ça, j'ai relu American Gods. Et en fait, j'ai abordé American Gods en me disant putain, Nancy Boy, ça m'a quand même fait un peu chier. Donc je suis content de me relire American Gods. Et en fait, j'ai été hyper déçu de relire American Gods. Ça n'a pas du tout fonctionné comme il y a 15 ans, quoi. Est-ce que c'est parce que j'ai vu la série entre-temps qui m'a grave couru sur le haricot, ou est-ce que c'est parce que je sais pas, est-ce que c'est parce que mon regard a changé depuis, mais je trouve que le livre passe à côté de beaucoup de choses, même s'il est quand même assez cool, mais il est très long pour pas grand-chose, je trouve, et je trouve qu'il rate ce qu'il veut raconter, et je pense ce qui lui fait du mal à ce livre, c'est que à l'époque, ça se voulait un regard très plein d'acuité sur ce qu'étaient que les médias, les nouveaux médias, la nouvelle technologie. Et depuis, en fait, on est très loin de ça maintenant, quoi. 20 ans plus tard, on est vraiment loin de tout ça. Et je pense que c'est ce qui fait que ça retombe un peu comme un soufflet de le relire maintenant en 2021. Donc voilà. Et comme j'adore quand même Neil Gaiman, là je suis en train de lire L'étrange histoire de Nobody Owens, ça a l'air assez cool. Je pense que ça va bien plus me plaire. Il faut pas se quitter fâché. Voilà. Non, mais de toute façon, je serai jamais fâché avec l'auteur de Sandman. Ça ne se peut pas. Et le co-auteur de Bon Présage. Bon, bah écoute, entre nous, je vais pas le dire trop fort. Vas-y. En fait, American God m'était tombé des mains à peu près à la moitié. Ah oui, non, mais écoute, tu vois, je l'ai lu justement. Tu l'as lu quand, du coup ? Je l'ai lu il y a pas très très longtemps, je crois. Ouais, mais ça m'étonne pas. Mais je pense que ça a vieilli, ouais. Parce que moi, pareil, je l'ai lu il y a très longtemps. J'ai adoré le bouquin et je l'ai pas relu depuis. J'ai lu Anansi Boyd dont je n'ai plus aucun souvenir. Mais vraiment zéro souvenir. C'est-à-dire que je me rappelle l'histoire. Mais j'en ai plus aucun souvenir. Ouais. Alors qu'American Gods m'a bien plus marqué. Ouais. Mais ouais, clairement, je pense qu'à la relecture, ça a dû prendre un coup de vieux. Ouais. Moi, je suis un peu comme Sylvain, c'est-à-dire que Julien, chez toi, il y a 2 ans, je suis tombée sur American Gods et je fais ouais, ça a l'air sympa, et je te l'ai pris, donc si tu le cherches, il est chez moi. Et je crois que je l'ai en double, c'est ça le pire. Ah bon, bah voilà, c'est réglé. Et j'ai commencé à le lire, et voilà, en fait, j'ai commencé à le lire, genre il y a 2 ans, et j'ai lu peut-être même un peu moins que la moitié, en me disant ouais, ça va, tu vois, je continuerai bien, mais je l'ai posé et j'ai juste oublié de le reprendre, quoi. Ce qui est pas très très bon signe, et pourtant j'ai pas un mauvais souvenir de ce que j'avais lu à la base. Mais ça vraiment, voilà, je l'ai posé, puis bon, là je t'ai pas motivé pour le reprendre, hein. Faut dire ce qu'il y a. Non, pas plus que ça. Non, mais après il y a aussi des questions tu disais que c'était différent, il y a aussi des questions de timing, hein. Bah, tu vois, on parlait du Château de l'Araignée, je l'avais vu quand même à la fac et ça m'avait pas marqué, alors que là je suis sûre que je vais m'en rappeler. Voilà, quoi. Donc il y a des questions de timing aussi, de quand est-ce qu'on voit ou qu'on lit les choses, et il y a aussi des questions de contexte, effectivement, du contexte global, mondial ou culturel ou quoi, du moment où mais bon, oui, mais tu vois, tout le problème de la science-fiction, en tout cas des choses un peu comme ça, c'est que moi j'ai une grande passion à un moment pour le science-fiction des années 60-70, et effectivement t'as intérêt à débrancher ton cerveau, de dire
Oui, effectivement, ils pensent qu'il y aura des voitures volantes, ils n'ont pas pensé à Internet. Un peu de respect quand même. Donc il y a vraiment un travail de se rappeler comment on voyait l'époque et qu'est-ce que ça veut dire, et que 50% des science-fiction américains des années 60, c'est en gros la guerre froide pour les nuls, quoi. Et donc, mais paradoxalement, je trouve ça plus facile à faire pour des trucs plus anciens que des trucs qui ont là 15 ans, 20 ans, où c'est une époque qui est pas la même, mais qui est encore un peu la même. Les années 50, oui, pour eux, se déconnecter, c'est facile parce que c'est tellement autre chose que c'est un peu comme si leur avenir à eux, c'était un univers parallèle au nôtre, et que du coup, et je trouve ça plus compliqué pour des choses qui ont 15-20 ans, qui n'ont pas forcément très bien vieilli. Là, dans le cas de Gaiman, en fait, j'ai un peu plus de mal parce que, en ayant lu beaucoup, il y a toujours des thématiques qui reviennent et tout, mais la plupart de ces histoires sont plus intemporelles. Et là, American Gods, pour le coup, ça se transpose difficilement, en fait, parce qu'une histoire comme Neverwhere ou Coraline, ça reste des histoires. Là, American Gods, ça se veut tellement être le reflet d'une époque, on va dire, que forcément c'est compliqué. Et en plus c'est le reflet d'une époque qui déjà à l'époque était même. C'était déjà en train de finir, en fait, même au moment où le bouquin a été écrit, en fait. Ouais. Parce que cette histoire de la télévision, les médias, c'était déjà. C'était déjà un peu la fin. Ça a été tellement balayé par tout ce qu'il y a eu après, donc du coup c'est compliqué. Et puis en plus il y a un truc quand même. Le truc qui m'a turlupiné pendant tout American Gods, là en le relisant, c'est la théorie, le truc qui est sous-jacent à cette histoire, c'est en gros plus un dieu a de gens qu'il adore et plus il est fort. Et dans ce cas-là, il est où Dieu, quoi? Tu veux dire qu'un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Non, mais en théorie, tu vois, quand même, du coup, il devrait y avoir Dieu, le dieu des, ou même le dieu monothéiste, quoi. Mettons que ça soit le même pour les trois grandes religions du livre. Il devrait être ultra balèze quand même. Il est super fort. Non, là au final c'est Odin, alors que Odin, clairement, on l'a un peu oublié, quoi. Et du coup, tu dis mais merde. Et le Père Noël même, il devrait être super balèze. C'est le plus fort. Donc, ce serait marrant de faire une émission, tu sais, où tu comparerais qui est le plus fort entre deux personnages. Et on pourrait faire genre Dieu ou Père Noël. Ça marchera jamais. Mais j'en connais une où il y avait eu une émission comme ça, où il y avait eu un épisode sur Odin et Zeus, c'est très instructif. Voilà. Bon, moi j'arrête là parce que c'est pas tout ça, mais on a un tirage au sort à faire. Donc, je vais vous faire écouter un jingle et après on passe au choix-pot. Ou pas. L'une de leurs blagues a très mal tourné. Mais était-ce une blague? Préféré. Sûrement pas. Bon, est-ce que vous avez chacun un article à mettre dans le choix-pot? Oui. Je suis très direct. Oui. Parce qu'il est tard. Oui. Le choix-pot avec notre partenaire plouf-plouf.fr. Je sais pas le dire, mais excusez-moi, mais je vais sur plouf-plouf.fr. J'ai toujours pas envoyé l'email au monsieur de Plouf-Plouf pour savoir s'il veut bien être notre partenaire officiel. Si un de nos auditeurs connaît le monsieur derrière plouf-plouf.fr. Ah oui, je le connais, j'ai retrouvé son profil Paulin Trognon. Oui. Qu'on embrasse. J'ai trouvé son profil LinkedIn, il habite à Annecy en plus. C'est quasiment un compatriote. Alors, dis-moi, c'est quoi ton chapeau? Bon, alors je commence. Alors j'ai pris le truc le plus ou moins improbable. Dit comme ça, c'est bizarre, mais je vous assure, c'est ça. Je vous propose qu'on parle de Lassi Karonen. Karonen, qui est un rameur suédois qui est né le 17 mars 1976. Alors pourquoi j'ai envie qu'on en parle? Parce que bon, il a fait les médailles d'or. Il a participé aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin et il a participé au championnat d'Europe d'aviron en 2010 à Monteor au vélo en Portugal et il a eu la médaille d'argent en skiff. Ok, c'est tout. Gros skiff. Bravo. Voilà. Et il est né à Jura. J'ai noté Lassie parce que, voilà. Oui. Si on le tire au sort, il y aura un film de chien. Il y a toujours un film de chien. Si on le tire au sort,
je vous préviens, je veux faire comme Chien et Chat 2. Désolé, mais désolé, pas désolé, mais je le réserve, quoi. Je le réserve déjà. Ensuite, Julien, qu'est-ce que tu as tiré? Enfin, qu'est-ce que tu mets dans le chapeau? Alors, je vais mettre dans le chapeau Ruslan Alekno, qui est un chanteur biélorusse qui a 40 ans. Voilà. D'accord. Anniversaire. Ok. Bah ouais, d'accord. Bah, de toute façon, c'est toi qui décides. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il a même pas d'article en français sur Wikipédia. Hein. Ah, mais comment tu l'as eu du coup si t'as fait un article au hasard? Il n'y a que des pages en français. Ah ben je sais pas, en fait je sais pas pourquoi mon Wikipédia était passé en anglais et donc j'avais random article. Tu as pensé à déconnecter ton VPN Non, j'ai pas de VPN du tout. Bon, écoute, on l'accepte ce que. Ouais. Il a participé à l'Eurovision en 2008. Hein. C'est pas rien. Quand même. Ok. Un monde avec Hasta la Vista. Baby. Bon, ok. Ça c'est fait. Daniel Beretta, tout ça, pop, tout est lié. Ah, d'ailleurs, on a parlé de Daniel Beretta. D'ailleurs, du coup, j'ai regardé un peu. Il a un site sur lequel tu peux le contacter, Martin. Tu as contact et ça atterrit direct sur ta boîte mail et ça commence carrément le message avec bonjour Monsieur Beretta et t'as plus qu'à enchaîner. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais moi, je le croise de temps en temps au boulot. On peut télécharger des sons. Optique 2000, c'est pour tous une deuxième paire pour 1€ de plus, même en progressif solaire. Qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, anecdote à propos de Daniel Beretta, mon frère a bossé sur un documentaire qui lui est consacré. Il était preneur de son sur le... Mais oui, c'est exact. Mais oui. Mais j'ai su ça. Je suis vraiment désolé, mais c'est la fin de l'émission, on pète un câble. Dans la guerre contre le crime à New York, les redoutables prédateurs sont poursuivis par les inspecteurs de la section criminelle. Voici leur histoire. Ah, ce son. Et du coup, en plus, il double personne dans la série, ça qui est marrant. Il fait que le statement. Mais... Si, je pense qu'il fait d'autres voix, mais tu sais, en fait, pour regarder un peu en VF, en fait, t'as l'impression qu'il y a 7 acteurs qui changent un peu leur voix à chaque fois pour parfois qu'on remarque que c'est les mêmes. Ouais. Dont 6 qui sont de The Wire. C'est ça. Oui. Bon. Ça n'empêche, à force, je vais me mettre à regarder Law & Order à cause de vous. Oui. Attends, moi j'ai commencé à cause d'eux. Ouais. J'ai plus de vie sociale. Et là encore, moi je suis sorti. Et encore, là, t'es Criminal Intent, c'est la partie visible de l'iceberg. Hein. Et par contre, il faut vite vous refaire les 20 saisons de Law & Order parce que ça recommence dans 6 mois, 10 ans après la fin. Et vous comprendrez rien sinon. Donc c'est à Florence ce choix. C'est à moi. Alors moi j'ai un peu hésité. J'avais le Campus McDonald's, ça m'inspirait pas. J'avais Waltrud Wildfeld qui est une femme politique allemande. Mais le truc qui m'inspire, évidemment, vous me connaissez, c'est que je suis tombée sur un vrai article pour une fois qui fait 12 000 pages, ce qui est rare, qui est femme pendant la Première Guerre mondiale. Oh putain. Et là, forcément, et pas femme des années 80, du coup. Non, et femme jusqu'au bout des seins non plus. Et du coup, forcément. Ou pas femme que j'aime. Pendant la. Tu pouvais les aimer, non, quand même, les pauvres. Oui, non, mais. Du coup, est-ce qu'elles ont réussi l'amalgame de l'autorité et du charme ou pas? Pendant la Première Guerre mondiale, je pense qu'elles avaient un petit peu d'autres chats à fouetter, mais bon, en tout cas l'article est super, il est hyper dense, il est hyper long, et en fait qu'on le tire au chapeau ou pas, je vais le lire quoi qu'il arrive. En fait, parce qu'il a l'air super bien. Voilà, ok. Voilà. Moi, j'ai pas encore décidé. Alors, je suis retombé sur une autre araignée chinoise, une autre. Donc non, enfin ça suffit. Et j'ai le choix entre Lua-Tex, un système de composition informatique utilisant le langage script Lua. Ouais. Et les émeutes de Ghazi. L'émeute de Ghazi en Turquie. Moi, sinon comme proposition, j'avais le chant gaussien aléatoire. Hein. Donc, Ah, c'était random. C'était random. Bon, je vais mettre le langage informatique. Voilà. Si ça tombe là-dessus, on trouvera bien quelque chose. Je sais pas. On verra. On trouve toujours. Alors, je n'ai pas d'huissier, mais j'ai mon chat qui regarde mon écran et qui pourra vous attester que je suis bien sur ploufplouf.fr en train de... que c'est pas des conneries. Je peux vraiment pas vous montrer mon écran, il y a rien à faire. Attendez, je vais filmer pour vous montrer que c'est vrai. Et on le mettra sur Twitter. Film en direct. Film en direct. Donc voilà, la preuve. Hop. Voilà, la preuve. Lassie, Ruslan Alenko, femme que j'aime, et
Louatex. Oui, j'ai marqué femme que j'aime, pardon. Le respect est mort ce soir. Vous m'avez tout fait, hein. Je suis désolé. Lundi 20 décembre 2021, le respect est mort. Bon, donc je puis sur tir au sort. Attention, plouf plouf, plouf plouf, plouf plouf. Femme que j'aime a été tirée au sort. Ouais. Bravo. Ouais. Ça, c'est ma vengeance, hein, soyons très clairs. C'est clair, c'est clair. Voilà. Est-ce qu'on se rajoute les trigger warnings, c'est pour les mecs. Hein, est-ce qu'on se rajoute une contrainte en se disant on ne parle que de femmes du coup ou que de trucs faits par des femmes? Ah bah tu connais la règle, hein. Oui, on fait ce qu'on veut. Tu connais la règle du Random Culture Club. C'est tu te démerdes pour trouver un truc qui a un rapport avec la page Wikipédia. Là, ça devrait être assez facile quand même. Oui, femmes pendant la Première Guerre mondiale. Ouais, je vous envoie le lien. Bon, il y a plein de noms en plus, de portraits. Il y a Laura Marx. Est-ce que vous savez que les yeux de Laura Marx n'ont plus rien à dire? Bah oui. Et est-ce qu'on va pouvoir on peut parler de Wonder Woman ou pas? C'est un peu... Mais bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, attendez, je mets de la musique et puis on se dit au revoir. Hein. C'est sur le portrait terrifiant de cet homme, Martin Gamera, que se referme cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Twitter, hein? Sylvain@s20b. C'est ça. Et sur Twitch de temps en temps, sur le Twitch de Froggy Delights. Dans ton et camion. Passion Cantine, toujours aussi. Enfin, il faut que je refasse du camion. Je suis un petit passage à vide de camion, plus d'essence, à cause des prix, tout ça, c'était compliqué. Tu sais qu'à cause de toi, si un jour je change de boulot, mon critère numéro 1, ça sera la cantine. J'espère bien, mais j'ose un jour espérer vous faire une spéciale cantine où je vous parlerai un petit peu statistique sur la restauration collective d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça sera un débat, je pense, fort passionnant. Et du coup, on pourra manger pendant et ce sera encore. Sauf des chips, parce que les chips sont interdites en milieu de cantine. Pour des raisons de sécurité. C'est bien dommage. Julien, on te retrouve où? T'es revenu sur Twitter, je crois. Oui, je suis absolument revenu sur Twitter sous le pseudo de Jean-Mi Blanca. En hommage à notre cher ministre de l'Éducation. Et au meilleur personnage de Street Fighter. Évidemment. Et Mike Hagan aussi, non, d'ailleurs. Oui, mon pseudo temporel étant Mike Hagan, hein, puis l'idole, le meilleur des enquêteurs australiens quand même. Bon, Florence, on te retrouve aussi sur Twitter ou Twitter, ouais, F tout court. Et un de ces jours, on te retrouvera dans un podcast sur Miyazaki. Ouais, carrément, un de ces jours. Dès que. On reviendra. En 2022, on normalement, reviendra. tout se passe. Ouais, c'est peu probable qu'on revienne en 2021. Non, c'est mort. Et puis moi, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, je sais plus, Martin Gamera. Et sinon, vous pouvez me retrouver en train de faire du Ouija pour échanger avec Pierre Bellemare. Et sur le Twitter du random, n'hésitez pas à aller nous insulter, tout ça, si ça vous fait du bien, franchement. N'hésitez pas à mettre des commentaires insultants sur iTunes aussi, ça aide. En fait, c'est hyper important parce que ça évite à d'autres personnes d'écouter le podcast par inadvertance. Et si on peut éviter... Et puis il n'y a pas de mauvaise publicité. Non, d'accord. Donc si on peut éviter à d'autres gens de tomber sur le podcast alors qu'ils n'ont rien fait de mal, voilà, ça vous le rendrez. Et les playlists Spotify. Vous n'êtes pas obligé de nous écouter comme ça, vous pouvez juste écouter de quoi on parle. Ouais, et d'ailleurs, il faut... Dans le dernier épisode, j'avais parlé de Transformers More Than Meets the Eye et il faut que je fasse la playlist Spotify de Transformers More Than Meets the Eye. J'ai pas assez parlé sur les réseaux sociaux de ce comics incroyable. Pour l'instant, vous avez Calexico, Jean-Yann, je sais plus quoi d'autre. Vous savez qu'il y aura, grâce à Transformers, il y aura Saint-Étienne dans la playlist. Dans la playlist, voilà, ça vous embouche un coin. À bientôt. À très vite. Allez, à bientôt. Merci à vous.